Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités nous parleront du voyage aux portes de la mort qu'ils ont effectué et dont ils sont revenus transformés. Je suis dans le coma. J'entendais tout, je ressentais tout, la douleur, c'était l'horreur. Placée dans un coma artificiel, Angèle ne semble pas vouloir se réveiller. Les médecins préparent Raymond, son mari, au pire. Elle ne bouge pas, elle est là, inerte complètement. On me dit c'est fini, il faut songer à débrancher. Victime d'un terrible accident de voiture, Christelle reste endormie pendant 1 mois. Durant cette période, la jeune femme va vivre des expériences troublantes. J'étais au-dessus de mon corps et je me voyais allongée. Et je leur dis, regardez, je suis là. Et en fait, ils m'entendaient pas et ils me voyaient pas. Le 12 février 2013, Julie est gravement brûlée suite à un accident. Pour la soigner, les médecins doivent la plonger dans un sommeil profond, un long silence qui durera 3 mois. Je me souviens de tout. J'étais consciente de A à Z. Je suis frustrée de ne pas pouvoir dire « ça va » à mes parents. On sait qu'ils vont pas bien, quoi. On le sent. Et nous, on est endormis, on peut rien faire, quoi. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, merci d'être là. Que se passe-t-il lorsque nous sommes dans le coma, cet état physique encore chargé de mystère? Après un accident ou une maladie grave, mes invités ont toutes les 3 été plongées dans cet état entre la vie et la mort. Elles vont nous raconter comment elles ont traversé cette expérience hors du commun, ce qu'elles ont ressenti et entendu alors que tout le monde les pensait inconscientes, et quel chemin elles ont parcouru pour retrouver leur vie après leur réveil. Raymond, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être là. Je crois que c'est la première fois que vous acceptez de raconter l'histoire que vous avez vécue, évidemment, qui est arrivée à votre épouse, puisqu'en 2009, Angèle se retrouve dans le coma. On verra comment. Et vous, Angèle, vous entendez que le monde médical pense que c'est terminé, oui. Et pour vous, ça n'est pas terminé. Pour moi, j'étais là, j'étais allée pour un simple mal de tête et je voulais sortir le soir même. Et en fait, je suis restée pratiquement 6 mois en réa. Alors on va voir ce qui s'est passé, effectivement. Julie, vous aviez 16 ans quand vous vous êtes retrouvée dans le coma, à la suite d'un accident, puisque vous avez été brûlée au 3e degré sur 40% de la surface du corps. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'était le carnaval de mon lycée, j'avais 16 ans, et puis à la sortie du lycée, j'ai une amie qui me demande de m'arrêter en bas de chez moi pour fumer une cigarette, en cachette, parce que nos parents ne le savaient pas. Et de là, mon costume prend feu sur moi. Voilà, on ne sait pas comment, ce qui s'est passé exactement, mais moi, je baisse la tête et je vois mes jambes prendre feu. Donc, combien de temps de coma, du coup? 3 mois. 3 mois de coma artificiel. Et une situation que vous décririez comment? Douloureuse. Douloureuse, parce que on entend les proches autour de nous et on sait qu'ils vont pas bien, quoi. On le sent. Moi, je me rappelle de mon frère, pourtant les yeux fermés, hein, mais je me rappelle de mon frère qui a pleuré devant moi. Et nous, on est endormis, on peut rien faire, quoi. On peut pas lui dire, mais ça va, je suis là. Voilà. Christelle, vous aviez 18 ans? Oui. Quand vous avez vécu un grave accident de la route. Voilà. Et vous aussi, vous êtes retrouvée dans le coma. Oui, mais avant d'être dans le coma, j'étais morte, d'abord. C'est-à-dire? En fait, j'ai eu un grave accident de voiture. La voiture a fait des tonneaux et j'ai été éjectée par la vitre arrière dans le champ à 200 mètres. Et quand on m'a retrouvée au bout de 5 minutes, en fait, j'étais morte cliniquement, mon cœur battait plus. Et quand vous êtes sortie du coma, vous étiez victime d'amnésie. Oui. C'était un nouveau début de vie pour vous. Je suis sortie du coma comme j'étais amnésique, je reconnaissais ni mes parents, ni mes amis, personne, mais je savais pas non plus qui j'étais. Donc en fait, je me reconnaissais pas dans la glace, et ne reconnaissant personne, et en plus j'étais grabataire, je pouvais pas marcher, je bavais, je pouvais pas parler, j'étais un légume, et je voyais les autres debout que je reconnaissais pas, donc pour moi c'était des extraterrestres, et moi j'étais normale. Et donc il fallait que je retourne sur ma planète. On parle carrément de planète. Ah oui, mais ça a été... Donc des expériences hors du commun, au sens complètement, ça a été, ça a été extraordinaire, mon alors, Benoît Papan, vous êtes médecin, vous êtes urgentiste à Paris. Des histoires comme ça, vous en connaissez?
J'en connais plus par l'expérience que j'ai eue au travers du SAMU, parce qu'il faut quand même reconnaître que nos 3 témoins aujourd'hui ont vécu des choses qui sont franchement extraordinaires. Là, ils ont vécu quelque chose qu'aucun d'entre nous ne vivons. Ce qu'a vécu Angèle est un syndrome extrêmement rare. Je pense qu'on peut dire qu'il doit y avoir peut-être une quinzaine, une vingtaine de cas dans le monde. C'est pas une situation commune. Et le cas de Julie est différent puisque là, elle était brûlée sur une surface du corps extrêmement importante et il est clair qu'on ne pouvait pas la laisser souffrir et qu'on a donc dû induire un coma artificiel. C'est-à-dire que nous l'avons mis en état d'anesthésie générale en déconnectant son cerveau des souffrances que son corps subissait. Et le cas de Christelle est encore différent. Elle a fait un traumatisme crânien qui l'a tuée. Et ce traumatisme crânien l'a fait vivre manifestement une expérience de mort imminente. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous donner ces précisions et d'aller dans le détail à ce point, parce qu'effectivement, je comprends votre souci de transmettre cette expérience. Alors Angèle, au départ, ça ressemble à quelque chose d'extrêmement banal, puisque un matin, vous avez mal à la tête. D'abord des picotements dans les mains et très mal dans les jointures. Ensuite, j'ai mal à la tête, au point que je rentre chez moi, je prends encore la voiture. Et donc à la maison, mon mari me dit prends un cachet, puis je me repose. Et après, ça s'enchaîne petit à petit. J'ai de plus en plus mal à la tête, comme si un casque me serrait la tête au point de pleurer. Donc, le médecin traitant est en congé, le SAMU qui vient. Ensuite, on me dit d'aller à l'hôpital, aux urgences. Et aux urgences, aux maladies infectieuses. Donc, on cherche méningite, listeria, maladie de Lyme. Et donc, à un moment donné, j'entends, je dois rester en observation la nuit. Donc, j'ai dit, ah non, je n'ai pas dîné, j'ai faim. Alors, on m'amène à manger, pas de problème. Et là, je fais une fausse route. À la première bouchée, je vois encore prendre vite le verre d'eau et puis plus rien, voilà. Donc, après ça, on m'emmène en vitesse en réa pour être intubé et puis mis en coma artificiel pour 24 heures. Et là, vous perdez connaissance. Oui, après, c'est fini, c'est le noir. Total. Et donc, ce que vient de raconter Angèle, de votre point de vue à vous, ça donne quoi? Parce qu'effectivement, elle a la sensation qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Le professeur du service m'annonce, on la met dans un coma artificiel, intubée, elle ne va pas souffrir, et le réveil se fera dans les 24, 36 heures maximum. C'est ce qu'on vous dit? C'est ce qu'on nous dit ce mois. Et ce que vous disiez, c'est que c'est une forme d'anesthésie? En fait, Angèle, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, s'est retrouvée à être en hypoxie, en manque d'oxygène. Oui. Oui. Ne respirait plus suffisamment. Oui. Et d'autre part, quand elle a voulu manger, elle n'a pas pu déglutir correctement et faire passer l'alimentation dans le tuyau qui est l'œsophage, qui amène donc les aliments à l'estomac, alors que devant, nous avons un tuyau qui nous permet de respirer, qui est la trachée. Et lorsque la séparation et la fermeture du tuyau de la trachée au moment où on avale ne se fait plus, ce réflexe, on n'y pense pas, on se dit pas, tiens, je suis en train d'avaler, on avale. Or là, malheureusement, le réflexe ne fonctionnait plus et les aliments sont allés dans le mauvais tuyau. Oui. Donc le risque, c'est que des aliments, de l'eau aillent dans les poumons, infectent les poumons. Il nous faut donc impérativement protéger cette capacité que nous avons à respirer. Et dans son cas, en plus, il semblerait qu'elle ne respirait plus suffisamment, oui. Donc l'intuber. Et quand on vous met un tube de 20 cm dans la gorge, qu'on enfonce dans la trachée, c'est pas très tolérable. Hein. Donc, il fallait l'endormir. C'est pour ça qu'on a proposé le coma temporaire. Et à ce moment-là, on vous dit c'est rien, etc. Aujourd'hui, vous savez ce que c'était? Oui. Ben, le mal de tête, c'est le syndrome de Bickerstaff. C'est les globules blancs qui détruisent la myéline des nerfs, et ce qui fait qu'elle était comme un nouveau-né. Un nouveau-né, quand il naît, il ne peut pas se tenir debout. Mais elle, c'était cet état-là. Donc ça démarre par un mal de tête, c'est ça? Alors, en fait, on a une situation qui est plus que exceptionnelle. Je pense que si on réunit tous les neurologues de France, ils seront dans la même situation que moi, ils n'en ont jamais vu. C'est peut-être, je vous dis, 15 cas dans le monde, je pense. Elle était le 15e cas à ce moment-là. Ouais, voilà. Ouais.
Donc, vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de bien fréquent. Et il semblerait que... alors, en fait, on appelle ça le locked-in syndrome, c'est-à-dire on est encore conscient, mais complètement déconnecté. Je crois que vous ne pouviez même pas cligner les paupières. Non, oui, la différence, c'est que moi, j'arrivais pas à ouvrir les paupières. Voilà. Tandis que le locking syndrome, lui, pouvait voir. L'installation de sa maladie a été quand même extrêmement brutale et rapide. Oui. Elle ressemblerait à une méningite. Oui, Voilà. oui. Je ne sais pas si vous aviez de la fièvre quand vous êtes arrivé aux urgences. Rien. Vous Tout n'aviez était pas de bon. fièvre. Voilà. Oui. Donc c'est déstabilisant. C'est un petit peu avoir une appendicite sans fièvre et sans mal au ventre. Hein. Oui. C'est pas facile de faire le diagnostic. C'était Donc pas- les collègues ont dû être plus que déstabilisés parce que dans ces cas-là, on cherche qu'est-ce qui explique l'état dans lequel se trouve notre patient. Et je ne sais pas, on a dû vous faire des ponctions lombaires, Oui, on a dû vous faire des scanners, des IRM, on a multiplié les examens pour essayer de comprendre qu'est-ce qui explique cette situation. Et manifestement, ils ont mis plusieurs mois. Plusieurs semaines en tout cas, Plusieurs ce semaines. qui explique que tout le monde la croyait dans le coma. On est en droit aujourd'hui de se poser la question, est-ce que c'était un coma ou est-ce que c'était La une paralysie totale. interne? La question reste ouverte. Parce que j'arrivais même plus à déglutir, à rien. Et je me rendais pas compte à ce moment-là. J'avais vraiment confiance à l'hôpital. Ils vont me donner. Je pensais même le soir même j'allais sortir de cachet. Puis voilà, on avait des projets pour le soir et j'étais pas du tout inquiète. J'allais confiante. Voilà, je me suis dit ils vont trouver un cachet. J'étais presque gênée d'y aller pour un mal de tête parce que je me suis dit non. C'était pas un mal de Parce que tête. ce qui l'a sauvé Mais quand même, j'ai pleuré tellement j'avais peur. ce qui l'a sauvé, Pas. c'est qu'on est tombé sur un médecin urgentiste, SOS médecin, qui est venu à domicile et qui dit « je ne comprends pas ». Je dis Il ne comprend pas les symptômes à ce moment-là. « oui, il peut pas. Il peut pas ». Alors il dit, je dis « on la met aux urgences ». Le collègue des SOS médecins qui est venu a eu beaucoup de nez. Il a bien vu qu'il se passait quelque chose et il s'est dit, bon, il faut qu'elle aille aux urgences pour qu'on explore. J'ai entendu à un moment donné qu'il disait votre épouse, elle parle toujours aussi doucement. Parce Ça, que j'ai elle entendu. était en train de s'éteindre. Alors lui, il disait non, c'est pas normal. Mais moi, j'aurais pu partir peut-être tranquillement. Si j'étais seule chez moi, j'aurais pu partir, m'endormir. C'est ça, de l'extérieur, il y Ça aurait avait pu un ralentissement être de la parole, marrant. mais de l'intérieur, vous n'aviez pas la sensation, à part ce mal de tête, Oui. qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Ouais. Vous allez nous raconter effectivement ce que vous avez vécu pendant ce coma, puisqu'on va essayer de comprendre chacune comment vous vous êtes retrouvée dans cet état, effectivement. Donc, Julie, vous disiez 16 ans, un jour de carnaval, vous avez fabriqué vous-même votre déguisement, C'est ça. qui est un déguisement de mouton. Oui. C'est un détail important, en fait. Oui, parce que c'est moi qui ai fabriqué mon costume. Avec une amie, on avait collé des boules de coton dessus, sur un jean avec du scotch double face. Donc voilà, et ouais, le mouton, parce qu'on avait un ami qui faisait le berger, il y avait des concours de costumes au lycée, donc on voulait bien faire, quoi. Voilà. D'ailleurs, il était super beau, le costume. Vous allez fumer une cigarette en cachette, vous avez 16 ans, et donc là, d'un seul coup, ça prend feu. Vous en rendez compte tout de suite? Non. Alors, j'étais assise à côté de mon amie, qui, elle, était au téléphone avec son copain. On fumait toutes les deux notre cigarette. Puis, je sais pas, moi, je regardais devant, j'étais un peu ailleurs, et jusqu'au moment où elle baisse la tête et elle me dit « Mais tu prends feu ». Et là, je baisse les yeux et je vois que ma jambe droite est en train de prendre feu et que les flammes sont en train de monter sur moi. Donc, du coup, mon réflexe, ça a été de me lever, de courir. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y avait pas vraiment de douleur. En fait, j'ai eu une poussée d'adrénaline, mais incroyable. Et je ressentais pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là. Jusqu'au moment où les flammes sont montées, en fait, au niveau de mon cou. Et je criais à l'aide, je criais au secours. Et je n'arrivais plus à crier. Et ça, c'est quelque chose qui me demeure. Je le vois encore et j'arrivais plus à crier. Et là, Vous dites j'arrivais plus, c'est-à-dire le son ne sortait le pas? son ne sortait plus, voilà, à cause, je sais pas, sûrement la chaleur, voilà, le son ne sortait plus. Et en fait, à ce moment-là, une dame sort de chez elle, elle m'entend, donc par chance, elle est infirmière, un truc de fou, et elle m'arrose avec son tuyau d'arrosage, elle découpe mon costume, et de là, ma copine a appelé mes parents qui sont descendus, les pompiers sont arrivés, et voilà. Et voilà, parce que vous vous souvenez de la suite, vous? Je me souviens de tout. J'étais consciente de A à Z. Je n'avais pas conscience du tout de la gravité de ce qui venait de se passer. Pour moi, j'étais encore debout. Je pouvais, même si j'avais eu du mal à crier, je pouvais encore parler. Mes cheveux étaient dans un bonnet, donc mes cheveux descendaient encore jusque-là.
Pour moi, la peau n'était pas noire. Enfin, c'était encore pire parce que c'était blanc nacré. Voilà, vous pouvez le savoir. Mais pour moi, voilà, ça allait, quoi. J'étais debout, j'étais pas évanouie, j'ai pas perdu connaissance. Mes parents sont arrivés, mais affolés. Les pompiers sont arrivés aussi. Ils m'ont forcé à prendre une douche. Bon, ça, c'était horrible. Mais quand C'est vrai, parce que très douloureux. Très douloureux, très, très douloureux. Là. Et pourquoi une douche, là, je m'entends dire le docteur? En fait, l'objectif était de refroidir parce que la théorie veut que lorsqu'on se brûle, on transmet de la chaleur et avec le refroidissement par une douche d'eau tiède et pas d'eau glacée, on essaye d'empêcher la diffusion thermique en profondeur pour essayer de limiter en surface la brûlure parce que manifestement c'était une brûlure au 3e degré d'emblée et sur une très grande surface, donc il fallait essayer de limiter au maximum les dégâts. Et à mon avis, ça a dû être effectivement très douloureux. Il faut savoir que quand la brûlure, en fait, il y a une brûlure très superficielle, fait très mal, c'est le coup de soleil. On ne dort pas de la nuit quand on a un coup de soleil parce que toutes les terminaisons nerveuses sont vivantes. Ensuite, quand on est au stade 3, comme c'était votre cas, on a détruit les terminaisons nerveuses. Donc, je pense que le froid de la douche, ça a dû vous paraître glacé, et a dû être très douloureux. C'est ça. Et du coup, voilà, après cette douche, les pompiers voulaient m'allonger dans la civière pour aller dans le camion. Mais comme je vous dis, j'avais une adrénaline impressionnante et j'ai marché moi-même, en fait, juste accoudée aux pompiers, mais j'en avais même pas besoin, quoi. Je me suis allongée par mes propres moyens dans le camion de pompiers, comme si de rien n'était, quoi. C'est quand vous parlez d'adrénaline, c'est-à-dire qu'en fait, cette idée que c'était très grave, mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans notre organisme qui fait qu'on continue et qu'on trace. En fait, lorsque on est confronté à une situation qui met votre vie en danger, comme le fait de prendre feu, fait qu'il y a une décharge d'adrénaline, de noradrénaline, qui est tellement intense que vous êtes capable de faire un bond de 8 mètres, alors qu'en temps normal, vous avez du mal à monter 4 marches. Et je pense que là, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu une force décuplée, alors qu'elle était brûlée au 3e degré. Et donc là, on vous emmène dans un hôpital avec un service des grands brûlés. Et puis, on va vous plonger de manière artificielle dans le coma. Alors, est-ce qu'on vous prépare à ça? Comment Pas ça du se tout. passe? Alors, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans le camion des pompiers. Ils m'ont fait une perfusion, donc le stop-feu, comme vous en parliez, puisque les organes continuent de brûler si on n'injecte pas ce produit. Et le dernier souvenir que j'ai, c'est ce masque qui se pose sur moi. Mais on m'a rien dit. On m'a pas dit, voilà, tu vas t'endormir pendant... Non. Pour moi, voilà, j'avais un masque. Et de là, trou noir, quoi. Trou noir. Combien de temps de coma? 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ouais. Dans votre cas, Christelle, 18 ans, Oui. vous êtes en voiture. Et là, c'est un peu l'insouciance de la jeunesse, on dit ça comme ça? Complètement, oui. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quoi à ce moment-là en voiture? Vous allez faire une virée en voiture, comme on dit? En fait, on va se promener avec mes amis et on monte en voiture et on rigole, la musique à fond, la voiture qui va vite, on se rend pas compte du danger et c'est l'accident. Et faites un peu la course, c'est ça que vous voulez dire? Parce que je Oui. sais qu'aujourd'hui, vous travaillez dans la prévention routière. Non, donc je travaille pas dans la prévention routière, je fais de la prévention routière. En fait, je vais dans les écoles bénévolement, essayer de sensibiliser les enfants. Et quand je croise des jeunes, j'essaye de les sensibiliser aussi au danger de la route parce que de leur dire soyez prudents, un accident arrive vite et la rééducation, elle, c'est toute la vie. On fait la course et puis la voiture quitte la route. Voilà, et en fait, la voiture quitte la route dans le virage parce qu'elle allait trop vite, elle fait des tonneaux. Et là, les personnes qui étaient les 2 passagers à l'arrière, moi j'étais au milieu à l'arrière, les 2 passagers sur le côté et les 2 devant sont éjectés avant que la voiture fasse des tonneaux. Et ils s'en sortent quasiment indemnes, ils ont quelques fractures, mais rien de très très grave. Et puis moi, je suis éjectée donc, à 200 mètres au bout du champ et personne ne sait où je suis. Mais j'ai eu de la chance qu'il y avait un jardin qui jouxtait le champ et un monsieur était en train de faire un barbecue dans son jardin et du coup, il m'a vu passer par-dessus ces tuyas et atterrir à l'autre bout du champ et du coup, il a pu appeler les pompiers. Donc ça, c'était cool. Mais alors vous, ça c'est ce qu'on vous a raconté ou quel Ah souvenir non, vous ça avez de c'est ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, moi, je voyais tout le monde qui me voyait pas, mais qui pensait que j'étais au bord de la route avec les autres. Et non, j'étais dans le champ. Et comme ils savaient pas, mais moi, je les voyais puisque j'étais au-dessus de mon corps et je me voyais allongée par terre. Et par contre, je comprenais pas parce que par terre, j'étais toute disloquée, pleine de sang et mes vêtements étaient déchirés. Et en fait, au-dessus de moi, c'était moi pareil, avec ma robe intacte, mon t-shirt intact. J'avais pas de sang, j'étais pas défigurée, j'étais pas
toutes disloquées et je leur dis, regardez, je suis là. Et en fait, ils m'entendaient pas et ils me voyaient pas. Donc vous avez, parce que c'est quand même très particulier ce que vous racontez, vous avez Oui. conscience que les gens sont en train de vous chercher, Oui. vous essayez de les aider à vous trouver, ils ne vous entendent pas, et ça c'est... Alors je me retourne vers le médecin, hein. C'est une construction mentale a posteriori ou c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre? Alors là, aujourd'hui, on touche aux frontières et aux limites des connaissances du corps médical. On est en situation d'inconnu total. Et il est clair que ce que décrit Christelle très très bien, c'est qu'elle a fait ce qu'on appelle une décorporation. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans ces types d'expériences, mais elle a vécu quelque chose qui est assez exceptionnel, où on est parfaitement conscient, on est nous-mêmes, avec effectivement cette sensation qu'on parle et que personne ne nous entend. En fait, elle est sortie de son corps, elle a fait une expérience de mort imminente, telle qu'elle a été décrite très en détail dans les années 75 par Raymond Moody. Vous avez lu depuis d'ailleurs? Pas du tout. Non. Non, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai jamais voulu, par le livre, j'ai jamais voulu en fait ni lire des histoires, ni regarder des émissions qui concernaient ces sujets, parce qu'en fait, je voulais surtout pas être influencée par des images que j'aurais vues ou des idées qu'on m'aurait mis en tête ou des choses. Je voulais vraiment que ce soit mon ressenti, mes souvenirs, ma mémoire. Enfin, je voulais vraiment que ce soit mon histoire à moi, qu'avec mes mots et qu'avec mon vécu et pas autre chose. Donc je me suis jamais intéressée à ça en fait. Donc C'est peut-être un tort, mais je voulais pas. Et donc vous êtes, mais ça se comprend, et vous êtes donc dans cette situation à côté du jardin du monsieur qui fait le barbecue, qui appelle finalement les secours, Oui. et la suite de l'histoire c'est quoi? Vous allez vous retrouver dans le coma combien de temps? En fait, donc, lorsque on m'a retrouvée dans le champ, on m'a fait un massage cardiaque, le temps que les pompiers arrivent, le SAMU. Je suis restée un peu 5-6 heures dans le champ parce que j'étais pas transportable. Et après, donc, on m'a emmenée à l'hôpital, en réa. Donc, je suis restée plus d'1 mois dans le coma et... Donc 1 mois dans le coma, et là c'est un coma dans lequel on vous plonge ou Ah non, là c'est un coma profond. Spontané. Mhm. Post-traumatique. Et d'ailleurs, les médecins ne cessaient de dire à mes parents, c'est les machines qui la maintiennent en vie, on ne sait pas si un jour elle reviendra. Et donc du coup, encore une fois, quand on met de manière artificielle les gens dans le coma, est-ce que c'est le même état à l'arrivée? C'est très difficile à dire. En pratique, lorsque l'on a un choc traumatique comme ça, le cerveau se déconnecte. En fait, on ne sait pas si c'est pour se protéger ou quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que la personne est dans le coma, complètement aréactive. Et il y a des profondeurs de coma plus ou moins importantes. Lorsque l'on met quelqu'un en coma artificiel, c'est une expression. En réalité, on induit un coma toxique avec des médicaments. On met les gens dans le coma en leur injectant des drogues. Et effectivement, là, c'est quelque chose qui est volontaire. C'est fait pour protéger la personne contre des douleurs et pour mettre le cerveau dans un état où il consomme moins d'énergie et donc essayer de protéger le cerveau. On sait, avec des médicaments, mettre le cerveau en état de repos. Le premier coma, c'était au barbiturique. On injectait des barbituriques pour protéger le cerveau pour une période plus ou moins établie. Là, par exemple, dans le cas d'Angèle, on avait mis Angèle dans un état qui lui permettait d'accepter l'intubation et a priori, on partait pour 24 heures, le temps de passer la période aiguë. Et malheureusement, l'avenir a été totalement différent. Alors justement, je vais poser la question à Raymond, parce qu'à ce moment-là, on vous dit pour 24 heures, et puis ça dure un peu plus de 24 heures. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Il n'y a pas d'explication. Donc là, les médecins vous disent, on ne comprend pas pourquoi elle sort. Voilà, il n'y a pas d'explication. D'accord. Et vous, Angèle, votre conscience d'être dans le coma, c'est parce que vous avez entendu une amie dire le mot? Oui, j'ai entendu une amie qui disait, même dans le coma, tu es belle. Je me suis dit, je n'ai pas écouté le belle, mais j'ai écouté le coma. J'ai dit, donc c'est ça, je suis dans le coma. Donc j'ai compris, qu'est-ce qui se passe. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez quand vous comprenez ça? Au moins, je mets un mot dessus parce que au début, c'est assez flou. Je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends. J'entends des gens par après, des gens qui viennent, qui parlent. Mon mari tout le monde qui essaye de me parler, de me dire des choses. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils voient pas que je suis en vie. Mhm. Et pourquoi je ne les vois pas? Parce que le noir était total, sans reflet, sans lueur, rien. Et vous avez la sensation que vous essayez de communiquer avec eux? Oui, des fois j'essaye de crier, mais il n'y a rien qui sort il n'y a aucun son qui sort.
Mais intérieurement, oui, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Moi, par moments, je crie de douleur aussi, mais... Et quand vous dites, alors, Angèle, je crie de douleur, vous, Raymond, vous ne l'entendez pas crier. Non, elle ne bouge pas. Elle est là, inerte, complètement. Est-ce que c'est facile, d'ailleurs, de s'adresser à quelqu'un qui est inerte? Moi, personnellement, c'est très difficile. Chaque personne, je sais qu'il y a des amis qui sont venus, il y en a qui chantaient, il y en a qui priaient, il y en a qui lui parlaient. Moi, personnellement, j'étais bloqué. Rien. J'étais là, je pouvais rien faire. Il ne faut pas oublier qu'elle est rentrée le lundi, intubée donc mardi, et que le vendredi, on me dit c'est fini. Il faut songer à débrancher. Donc, vous voyez, les journées sont très longues et très courtes en même temps. Et là, quand on vous annonce, on va arrêter, puisque c'est la machine qui la maintient en vie. Là, c'est en brutal. 24 heures, en quelques heures, la vie s'arrête. Alors, pour qu'on comprenne, parce qu'on va voir que vous, alors qu'on dit que c'est fini, vous entendez tout, mais pourquoi à ce moment-là, le corps médical dit que c'est fini? Parce qu'on la plonge dans un coma artificiel, et puis au bout de quelques jours, on dit c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, d'abord, je voudrais dire que si Raymond comprenait rien à la situation à laquelle il était confronté, je crois qu'il n'était pas tout seul et que le corps médical était dans la même situation. Mais c'est pas parce que nous sommes dans la même situation que nous devons rester les bras ballants. C'est-à-dire que les collègues se sont retrouvés face à quelqu'un qui était en train de tomber dans un coma profond. Et dans ces cas-là, nous, on ne comprend pas pourquoi. Par contre, on doit agir. On doit agir en préservant sa respiration, en préservant sa circulation, en lui amenant de l'hydratation. On a dû vous poser des perfusions. Donc, si vous voulez, on est là pour venir suppléer à des fonctions qui sont en train de s'éteindre. Et on ne vous demande pas de réfléchir sur le pourquoi du comment. On vous dit, voilà, la personne ne respire pas, eh bien très bien, je vais l'intuber, je vais la ventiler, suppléer à toutes ces fonctions primaires dont le corps a besoin. Et puis ensuite, on essaie de comprendre, est-ce que c'est traumatique? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que cette dame s'est ingéré des produits et qu'elle a voulu faire une tentative de suicide? Est-ce qu'elle a déchiré un vaisseau dans sa tête et elle fait une hémorragie profonde? Donc, on va faire ensuite un ensemble d'examens et d'explorations pour essayer de comprendre pourquoi on est face à cette situation. Et dans quelle situation on dit c'est fini? Alors, quand on ne trouve pas de cause infectieuse qu'on pourrait traiter avec des antibiotiques, quand on ne trouve pas de cause hémorragique dont on se dit il va y avoir un œdème, ça va durer tant de temps, et qu'on se retrouve face à quelqu'un a priori dont l'électroencéphalogramme était plat, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mort cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau de la personne ne fonctionne plus. On se dit, ça y est, la personne est déconnectée et elle est décédée. Et là, vous ne savez pas vous-même que vous êtes la 15e personne à vivre ça, en tout cas celle qui est détectée. Et donc, vos sensations, c'est quoi? Parce que vous êtes en interaction avec les médecins, vous savez ce qu'ils font. Oui, mais j'entends aussi, par rapport aux soins qu'on me fait, à un moment donné, j'entends, elle a un problème au sinus, faites-lui 3 soins par jour. Et donc, une personne m'injecte le produit et une autre le récupère au fin fond de la gorge avec un petit aspirateur. Et elle s'acharne là derrière que j'ai l'impression qu'elle m'arrache tout. Et là, je suis là sans bouger, même pas une grimace, rien. Et là, je hurle, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est fou que vous disiez je hurle alors que personne ne vous entend. Oui. Et alors, pire encore, à un moment donné, elles reviennent pour me le faire. Et puis j'entends, elle a 3 soins par jour, on lui fera qu'un, de toute façon. Elles ont entendu, le grand chef a dit, elle va bientôt clamser. Donc ça, j'ai entendu. Mais entendre des gens qui disent, de toute façon, elle va mourir, de ce coup, il y a une sorte de peur qui se... Je vois que je dégringole, que ça va de pire en pire. Il y a un médecin qui va essayer de montrer à un collègue que votre cas est désespéré. Oui. Alors ça aussi, c'était très douloureux. Il vient et me pèse très fortement le sein et il repart. Mais alors, c'est comme si on vous arrache la main ou un organe, une oreille à vif. Tellement c'est douloureux. Mais il le fait en expliquant un interne. D'abord, il le fait seul et ensuite, il revient et j'entends qu'ils sont nombreux. Et donc, il explique, maintenant, je vais vous montrer comment on procède pour voir si la personne est vivante ou morte, et me le refait. Et alors, j'ai entendu, vous voyez, plus rien, donc c'est la fin. Et ils sont repartis.
Là, j'ai compris. Enfin, là, c'était l'horreur. Donc vous êtes impuissante, mais du coup, le sentiment, c'est le désespoir. Oui, là, oui. Je me suis dit, là, c'est trop, c'est horrible. Et alors, du coup, il y a plein d'idées, plein de pensées qui viennent à l'esprit. Je supplie ma famille. Je me suis dit, ils vont le voir que je suis là. Ma famille, mais mon mari surtout, ma fille. Et ensuite, je me dis, si les vivants ne voient pas, j'implore ma mère, mes parents qui sont décédés. Et encore plus loin, je prie mon Dieu, tous les dieux. Enfin, mais ça va loin, ça va très loin. Parmi les idées qui vous traversent la tête, c'est que vous vous rappelez que vous avez donné votre accord pour les dons d'organes. Et comme que vous êtes vivante, du coup, vous avez des idées. Oui, je me suis dit. Le bruit qu'on entend, c'est la tempête, je le rappelle. C'est l'horreur, je me suis dit. Parce que oui, même maintenant encore, je me dis, c'est très beau qu'une personne qui ne peut plus vivre puisse faire vivre une autre personne. C'est merveilleux. Mais pas dans ces circonstances. Je voudrais qu'on les endorme, qu'ils soient vraiment mortes, quoi, pas à moitié vivantes. Enfin, pour moi, j'étais vivante. Et alors, pas un instant, j'étais morte. Quoi. Et ce qui est fou, et on verra encore une fois ce qui vous a sauvé, mais ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes en train de réaliser que vous aviez préféré l'incinération et que c'est pas plus mal. Oui, ça me soulageait. Ça me soulageait. Je me suis dit, au moins, ce sera vraiment la fin. Plutôt que d'être dans un cercueil, on pense que vous êtes morte, vous n'êtes pas. Oui, voilà. Ça me soulageait. Qu'on avait dit réaction, ça. Docteur, parce que vous l'avez dit, c'est très rare. Elle a vécu une situation qu'on ne peut même pas envisager. Elle était parfaitement consciente et complètement lucide de tout ce qui se passait, alors que pour tous les gens qui étaient autour, y compris son mari, elle était aréactive. Et quand la personne ne réagit pas, n'ouvre pas les yeux, ne bouge pas les membres, on essaie de la faire réagir avec ce qu'on appelle des stimuli nociceptifs. En gros, on lui fait mal. Mais on ne sait pas que madame ressent. Madame ne réagit pas, mais elle ressent. Oui. Et personne ne sait qu'elle ressent, puisqu'elle nous en donne aucun témoignage. Oui. J'étais même pas capable de faire une grimace ou quelque chose, rien. Ça ressemble à un cauchemar, en fait, pour tous les êtres humains. C'est pire. Je me suis dit, l'enfer existe sur Terre. Je me suis dit. Là, j'en rigole, mais c'est au-delà de la douleur, il y a le simple fait, le concept même d'imaginer que le reste des êtres humains vous imaginent en train de partir et que vous êtes là. Quoi. Oui. Vous l'avez ressenti, ça? Oui. En fait, lorsque j'étais dans le coma, donc il y a le moment où je les vois et je me vois et où je leur dis mais je suis là, je suis pas morte. Et il y a le moment où par contre je me vois plus, mais je suis dans ce fameux tunnel où je tiens ma corde, je tire pour pas aller au bout du tunnel vers ce brouillard. Alors quand on dit ce fameux tunnel, parce que c'est quelque chose qui a été décrit dans plusieurs expériences de ce type-là. À ce moment-là, vous n'aviez pas forcément lu des choses là-dessus? Oui, justement, je l'ai appris après avoir écrit mon livre. Et donc, c'est quoi exactement en fait, alors je vais essayer de décrire au mieux avec des mots, parce que c'est surtout des sensations. J'étais dans un tunnel blanc, en fait. C'est comme du brouillard, mais c'est du brouillard qui s'imprègne dans notre peau, comme de la spiritualité, de la bonté. Enfin, c'est du bien qui s'imprègne, mais c'est tout blanc. Et donc j'ai vu personne, et personne m'a appelé, personne m'a parlé. J'étais toute seule dans ce tunnel. Et par contre, en plein milieu du tunnel, mais vraiment, si on visualise, on voit comme un rond blanc avec une corde au milieu. Et moi, je tirais sur la corde. Et plus je tirais sur la corde, en fait, plus je sentais la douleur physique. Et plus j'arrivais à rentrer dans mon corps, et plus je me laissais aller. Et en fait, là, j'avais plus de douleur si je tirais moins sur la corde, mais j'étais aspirée vers ce brouillard blanc, en fait, qui s'imprégnait en moi de bonté. Ce que vous êtes en train de raconter aujourd'hui, c'est que vous aviez la sensation qu'il y avait la mort et la vie d'un côté. Oui, c'est un peu ça. Mais sur le coup, j'ai pas conscience que c'est la mort et la vie. J'ai juste conscience que c'est la douleur. Je sens la douleur, mais je rentre dans mon corps, ou je sens plus la douleur et je me sens bien. Mais il y a un piège parce que je m'éloigne de moi.
Là, je me tourne vers le médecin qui se demande ce qu'il va bien pouvoir dire. Heureusement que vous en avez pris un qui est bavard, parce que on est aux limites des connaissances humaines. Il se trouve que nous avons, il y a de ça 2-3 ans, un livre qui a été écrit par un médecin qui était un neurochirurgien, qui s'appelle Eben Alexander, qui, en fait, a été le président de la Société américaine de neurologie. Et il a dit, toutes ces histoires, c'est bien gentil, mais c'est du flan. Seulement, il se trouve que ce neurochirurgien, président de la Société américaine de neurochirurgie, un jour, il est tombé dans le coma. Et lorsque des personnels soignants passent de l'autre côté du miroir, on peut dire que là, ils comprennent ce que l'on fait vivre aux patients. C'est pour ça que je vous demande pardon pour tous les infirmières, aides-soignants, médecins qui se sont occupés de vous. Ils n'ont jamais ressenti ce que c'est que d'enfoncer une sonde d'aspiration dans la gorge. Je ne le souhaite d'ailleurs à personne, mais ça doit être effectivement très douloureux. Julie, donc là, on voit des cas très, très particuliers. Vous avez un souvenir de ce qui s'est passé pendant votre coma ? Plein. Mon papa qui me demandait de lui serrer la main. Il me posait des questions, donc il me disait « serre-moi la main, une fois pour oui, une fois pour non ». C'est très différent de ce qu'elles ont vécu. Donc vous arriviez à le faire ? Oui. À certains moments, oui. Des moments où ils m'endormaient un peu moins, parce que pour eux, la douleur était moins intense, donc j'allais pouvoir entendre ou discerner qui était devant moi, et des moments où ils m'endormaient. Par exemple, j'ai eu une fièvre de 43 degrés qui a failli me coûter la vie, mon pronostic vital était plus qu'engagé, et à ce moment-là, je sais que j'ai pas de sensation précise, je peux pas discerner qui est là à ce moment-là. Vous avez la sensation que, puisque vous ne voyez pas, que vous entendez ? Ah, j'entends beaucoup plus. J'ai l'impression qu'en fait, pendant le coma, j'ai eu une ouïe, mais surdéveloppée. Genre, j'entendais, je suis capable d'entendre ce que disent mes parents, capable d'entendre quelle émission passait à la télé. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est très bizarre. Mais c'est vrai, c'est les roulettes du soulève-malade qui s'approchent. Enfin, ah ouais, non, mais c'est... Les sonneries pour les visites. Oh là là, j'aimais ça, les nombreuses visites, que deux à la fois. Moi, j'entendais tout. Vous disiez, j'aimais ça, les visites, c'est ça que vous dites ? Ça rassure. Ah oui. Ben pour une raison toute simple, souvent, quand il y a une visite, il n'y a pas de soins. Oui. J'aurais voulu qu'ils restent jour et nuit avec moi. Non, moi, les visites, je crois que c'était plus... j'étais pressée d'avoir des visites pour rassurer les gens. Pour leur dire, je suis là, je suis pas morte, je suis pas morte. Parce que, parce que ce qui est fou, c'est que vous êtes donc consciente, contrairement à ce qu'on imagine, et puis vous êtes consciente de la souffrance des autres. Oui, mais plus que de la mienne. Et la souffrance, ça veut dire que vous entendez quoi ? Des commentaires, vous entendez des larmes ? J'entends mes parents parler, j'entends ma grand-mère rentrer, ma grand-mère me parler espagnol, j'entends ma tante au-dessus de moi. Sauf qu'eux ne savent pas que vous les entendez. Mais moi, eux, ils savent pas. Je leur serre la main des fois à un stade, mais ils savent pas. Mon papa m'a écrit un journal pour m'expliquer ce qui s'était passé pendant ces 3 mois. D'ailleurs, ça a été très intéressant et je le remercie aujourd'hui de m'avoir écrit ce livre parce que... Parce que quoi ? Vous retenez quoi ? En fait, pour moi, le coma artificiel, c'est un trou noir dans ma vie. J'ai fait une pause de 3 mois. J'ai arrêté de vivre pendant ce moment-là. Mais mes parents, quand ils me voient allongée, ils savent pas que j'entends, mais moi, j'entends la moitié des choses. Et je suis capable de redessiner ma chambre d'hôpital alors que je l'ai jamais vue. Alors vous dites, vos parents ne savent pas, vous entendez. Est-ce que le corps médical, dans un coma artificiel, sait qu'elle entend ? Alors, de plus en plus, les témoignages que nous recevons nous disent on entend, on sent, même si on ne réagit pas. Donc, Parce qu'avant ces témoignages, on pensait... moi, vous savez, Frédéric, j'ai appris que les nouveau-nés ne sentent pas la douleur, étant donné que leur cerveau n'est pas développé. C'est ce que vous apprenez en cours à l'époque. Voilà. Eh bien, là, nous sommes face à une situation que de plus en plus de gens nous redisent, alors qu'avant, c'était pas le cas. On tombait dans le coma et on partait. Donc, on n'avait pas de retour. Or là, on nous dit, on sent, on souffre, on perçoit. Donc, manifestement, nous sommes dans une situation qui veut dire aux soignants, attention, parlez aux gens, expliquez aux gens. Mais c'est quelque chose d'assez récent. Quand vous dites récent, c'est quoi ? Quinzaine d'années. Et est-ce qu'il y a de la frustration ? C'est-à-dire que dans votre cas, on l'a vu, c'est un cauchemar, c'est dramatique. C'est-à-dire que vous entendez des gens qui prévoient la fin et vous êtes vivante. Est-ce que vous avez... Parce que là, il ne s'agit pas de ça, mais est-ce qu'il y a une frustration de ne pas communiquer avec l'extérieur ? Mais moi, je suis frustrée de ne pas pouvoir dire ça va à mes parents qui sont inquiets. Toute ma famille est inquiète. J'entends mon frère pleurer.
Parce que J'ai ne envie savent de pas leur si dire. vous allez vous réveiller. Ils savent pas, non, mon pronostic vital est engagé. Ils savent pas s'ils vont pouvoir me sortir de ce coma artificiel. Ils savent rien à ce moment-là. J'ai une fièvre de 43 degrés, ils voulaient m'opérer, ils savaient même pas d'où ça venait. Ils ont tout essayé. Il y a cette frustration de pas pouvoir leur dire ça va, mais il y a cette frustration aussi de pas savoir pourquoi on est là. Parce que moi, on m'a pas dit on te plonge dans le coma parce que tu as été brûlé. Pour moi, je suis endormie, je peux bouger ma main, mais je peux pas parler. J'ai une trachéonomie aussi, je suis intubée. Mais je sais même pas, moi, la gravité de ce qui vient de m'arriver. Je suis endormie, je peux répondre avec la main ou avec des petits gestes, mais je peux pas leur dire qu'est-ce qui m'arrive. En fait, les soignants sont à côté de personnes qui sont conscientes et vivantes, mais la sensation qu'on ne vous compte pas, Ouais. ça doit être terrible. Ah, on a l'impression de pas exister. Enfin, c'est comme si, je pense que tu l'as ressenti, toi aussi. Je pense que, voilà, on n'existe pas en fait. Et encore vous, plus vous êtes dans un réel coma. Donc, pour eux, on est inexistant, quoi. Je sais pas. Et pour que je comprenne la phrase, c'est-à-dire qu'on plonge quelqu'un, donc le corps médical plonge quelqu'un dans un coma artificiel, et on se demande si on pourra sortir cette personne. Parce Alors là, ce qui s'est produit, c'est qu'on l'a plongée dans un état d'inconscience parce qu'elle souffrait. Donc on fait ce qu'on appelle une sédation profonde. Et là, qu'est-ce qu'on attend dans le cas de... Là, elle a fait une infection, 43 degrés, elle avait une infection plus que profonde, une septicémie, certainement, dont il devait chercher l'origine. Est-ce qu'elle est infectée à tel ou tel endroit? Ils ont dû chercher le lieu d'infection. Parfois, on s'infecte dans les poumons, mais on peut s'infecter ailleurs quand on a des brûlures comme ça, plusieurs 3e degré. On attend que le patient se réveille tout seul? Non, là, ce qu'on attend, c'est de traiter la cause de la septicémie pour ensuite lever le coma toxique dans lequel on la plonge. C'est-à-dire que quand on vous fait une opération d'appendicite, vous vous doutez bien que si je vous coupe la peau, vous n'allez pas aimer, donc on vous anesthésie. Et bien là, elle avait la peau qui était à vif, donc on l'a anesthésiée. Mais l'anesthésie, on l'a fait plus ou moins profonde si on doit faire des soins ou pas de soins. Moins on injecte de produits chimiques aux gens, mieux on se porte. Et moins ils auront à détoxifier leur corps de ces produits. Alors on va parler du réveil, parce qu'effectivement, lorsque vous vous êtes réveillé, vous allez me dire ce que vous ressentez. Et puis, dans votre cas, Christelle, vous étiez amnésique, donc c'est une nouvelle vie qui a commencé. Angèle, depuis tout à l'heure, on se demande ce qui vous a sauvé, puisque vous êtes dans cette situation cauchemardesque où l'ensemble du milieu médical pense que c'est fini. Oui. On le dit à votre mari. Est-ce que vous démarrez des démarches, d'ailleurs, pour l'enterrement? Malheureusement, oui. Donc vous avez été dans cette situation? J'étais dans cette situation de faire les démarches de l'enterrement, oui. Alors, on va essayer de savoir ce qui s'est passé, parce que vous êtes là, en bonne santé à côté de nous. À un moment donné, j'entends ma fille. Au départ, j'entendais déjà quelqu'un disait elle pleure et le corps médical disait non, c'est pas possible, on lui met des gels dans les yeux, c'est pas vrai, elle peut pas pleurer. Et un jour, ma fille, me connaissant, elle m'a dit des choses très intimes Elle vous parle. Elle me parle et elle voit que j'ai pas de larmes. Elle se met à vous parler de cet enfant. Oui, naître. Elle a dit, tu imagines, j'aurais un 3e enfant, cet enfant n'aurait pas de mamie, et des choses qui me feraient vraiment pleurer. Et là, j'ai vraiment pleuré, et je me suis dit, c'est ma dernière chance. Et quand vous dites, je me suis dit, c'est-à-dire que c'est comme si volontairement vous êtes consciente que c'est votre dernière chance? J'en ai des frissons, regardez, j'ai la chair. Oui. Oui, tu as dû déclencher quelque chose. Et là, j'ai entendu, maman, elle pleure, elle nous entend. Et j'ai encore entendu, non, c'est le gel. Elle a dit non, elle pleurait pas avant. Elle nous entend. Et alors, petit à petit, un autre jour, le lendemain, j'ai entendu, elle ouvre les yeux, ou elle bouge le petit doigt. Cette larme a déclenché beaucoup de choses. Oui, d'abord, je bougeais, je crois, le petit doigt. Tout le monde. J'entendais, c'est son anniversaire de mariage, elle se réveille. Je me suis dit, ça fait déjà 12 jours que je suis là, parce que je savais très bien que j'étais venue le 13 juillet. Vous avez la notion du temps? Oui. Pas toujours, mais là, je connais ma date, donc
Juste pour préciser que lorsqu'on est dans le coma, donc, les derniers réflexes à disparaître, c'est le réflexe de clignement. Or, dans le cas d'un coma très très profond, ce réflexe avait disparu, ce qui fait que les paupières peuvent rester ouvertes. Si les paupières sont ouvertes, le premier film qui protège l'œil, c'est les larmes. Or, dans le coma, si vous restez les yeux ouverts, les larmes s'évaporent et l'œil se dessèche. Pour prévenir ça, nous mettons des gels qui restent longtemps, plus longtemps qu'une larme, pour pas que ça s'évapore, et nous fermons les yeux des patients qui sont dans le coma en mettant un petit sparadrap sur la paupière, de sorte à ce que l'œil soit protégé derrière et qu'il ne se sèche pas. Or, dans le cas d'Angèle, on lui mettait des gels et le personnel soignant a dit « mais non, elle pleure pas, c'est le gel qui coule ». Ouais. Et donc, on vous dit que ça a déclenché des choses, c'est-à-dire que cette larme a été prise au sérieux. A été prise au sérieux. L'alarme a changé aussi le regard du corps médical. Ah, ça a changé le regard de tout le monde. Mais c'était pas... On était loin de la guérison. Parce qu'en plus, cette larme a déclenché, donc quelques jours après, un réflexe, son petit doigt, je suis en train, gauche. Et on est arrivé à communiquer. On a mis en place un système l'ABC, tout simplement. Je ne sais plus qui nous avait donné cette idée. Et on est arrivé pas à faire des phrases, des mots. Il faut se contenter des fois de très très peu. Hein. Et à communiquer comme ça permettait, elle disait, elle avait mal au ventre, ou elle avait mal... Je disais ventre, ou libre. Donc, on arrivait à communiquer comme ça, et ça a beaucoup aidé le milieu médical, ça. Et vous avez un souvenir précis de ça, de ce moment-là, où vous ne pouvez communiquer qu'en bougeant un petit doigt. Oui. Et donc... J'avais dit le mot libre en premier, parce que je voulais que tout ce que j'ai enduré, tout ce que ce soit écrit quelque part, qu'on puisse... pour mes descendants, pour... C'est incroyable. Et c'est fou, alors que vous êtes encore dedans, vous pensez à la transmission. Oui, ouais. Je me suis dit, ce qui arrive là-dedans, c'est pas normal, il faut que ça se sache. Besoin de témoigner. Assez fou. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être extrêmement fort quand on a traversé ce que vous avez traversé. Mais après coup, ça peut se comprendre. Pendant, c'est assez fascinant. Oui, eux, ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais un livre. Ils pensaient un livre sur ma maladie. Ou m'expliquaient bien, non, ça n'existe pas. Pour cette fois, être entendu. Oui, je redisais le livre. Ou après, je disais surtout, j'ai mal. Enfin... Là où j'avais mal, quand je disais mal, il cherchait la tête, le ventre. J'avais très mal au ventre. Et alors, la sortie du coma n'est pas la sortie de l'hôpital pour vous? Ah non, c'est loin. Il reste encore 5 mois et demi en réa. Il faut d'abord apprendre à respirer sans la machine, qui est le plus dur. C'est affreux. Le cerveau a oublié de dire au corps qu'il faut respirer. Manifestement, tout l'ensemble de toutes les fonctions les plus rudimentaires ont été complètement abolies par cette maladie. Donc, il y avait une conscience, et puis tout le reste en dessous n'existait plus. En fait, toute la difficulté, c'est de se resituer en situation d'un enfant. Un enfant, ça bouge dans tous les sens et ça n'est pas capable de tenir debout, de tenir sa tête, ça respire automatiquement parce que ces automatismes sont générés par certaines zones du cerveau qui envoient des messages, un peu comme un chef d'orchestre dit maintenant. Vous ne pensez pas à contracter votre cœur. C'est un automatisme. Et Dieu merci, celui du cœur est encore tellement automatique qu'il peut se faire en lui-même. Le cœur lui-même, si on débranche tout, il se contracte. Hein. Donc, nous respirons sans y réfléchir et tous ces automatismes inconscients maintiennent notre corps en vie. Or, dans votre cas, ils avaient été abolis. J'ai l'impression que c'est déconnecté. C'est le tronc cérébral qui avait déconnecté. Parce que rien ne se fonctionne. Quelques mois après, quand on lui dit d'abord on la met pour se lever, on la sangle sur une planche. Pour la verticaliser. Pour la verticaliser. Oh là là, c'était... Mais quel plaisir, la première fois qu'elle va sur la planche. Elle dit je suis debout, même sanglée, attachée. Oui, sanglée, attachée. Alors, les genoux ont tenu. Pour préciser ce que vous êtes en train de nous donner comme information, c'est que lorsque vous êtes allongé pendant des mois et des mois, votre circulation sanguine se fait en position horizontale et donc le cœur n'a pas à fournir d'efforts intenses puisque ça remonte et ça repart tranquillement. Dès l'instant où on verticalise, sur les 5 litres de sang que contient notre corps, il y en a 1,5 litre qui va aller se mettre dans chaque jambe, ce qui fait 3 litres de sang en moins. Ce qui veut dire que tout d'un coup, alors que vous fonctionnez avec 5 litres de sang, bouf,
Ouais. Il vous reste plus que 2 litres pour envoyer au cerveau. Là, ce que vous avez dû vivre, c'est la déconnexion, Oui. parce qu'il faut qu'un réflexe dise, il faut pomper plus fort, il faut contracter nos artères des jambes. Tout ça se fait en automatique. Aucun automatisme ne marchait. Il faut réapprendre au corps Je savais plus à marcher. déclencher les Je automatismes. savais plus comment on fait pour marcher. Je voudrais juste dire que j'admire le travail des gens qui assistent, Oui. parce que faire réapprendre Oui. ces automatismes, c'est un travail quotidien de minute en minute, Oui. de seconde en seconde. Julie, vous vous rappelez de votre réveil, de ce coma artificiel de 3 mois? C'est quoi les premiers souvenirs? Je ne sais pas exactement comment je suis sortie de ce coma. Je sais que voilà, je me suis réveillée, j'ai demandé à voir mes parents. Mais si vous voulez, moi, je me réveille de ce coma et j'ai encore aucunement conscience de De ce pourquoi vous êtes là. Si, je sais, je me souviens de mon accident, mais de la gravité. Et quand vous vous réveillez, vous êtes Et- consciente du temps qui a passé? Non. Ah non, non, pas du tout. Pour vous, ça a moi, duré par combien? contre, c'est une nuit, quoi. J'ai l'impression d'être restée une nuit. Alors que c'était 3 mois. C'est 3 mois. J'ai des souvenirs. Je peux vous dire que ma mère, elle me massait tout le temps les pieds ou que je touchais le barreau de mon lit parce qu'il était froid et que je mourais de chaud avec tous ces pansements autour de moi. Combien de temps il s'est passé pour moi? Une nuit. Une nuit. Et à mon réveil, donc je me réveille, je demande à voir mes parents, je m'en souviens. On me change de chambre, je sors de réanimation peu de jours après. Et là, je me rends compte qu'en fait, je dois tout réapprendre. Voilà, je suis un enfant. J'ai 16 ans. J'étais une jolie petite blonde aux cheveux longs. Et je me réveille et on me met un miroir dans les mains, j'ai plus de cheveux. Je suis chauve, parce qu'ils ont dû prendre de la peau sur mon crâne. Je suis bandée de la tête aux pieds. Excusez-moi. Mais ça fait mal le regard. C'était. Je voulais plus jamais regarder le miroir. Le même qui faisait venir, comme j'y étais pratiquement 6 mois, qui a fait venir plusieurs fois la coiffeuse. Là aussi, j'aurais voulu qu'elle me rase la tête et que je voulais rien voir. Intérieurement, je me suis dit, je me verrai quand je serai comme avant, sans les tuyaux, les 13 tuyaux et sondes. Donc c'est un choc. Choc. Ouais. On vous apprend ensuite que va tout falloir réapprendre à marcher, à manger, à respirer, à parler. Parce que pendant 3 mois, on a eu une trachéo, donc C'est le toit qui s'envole, c'est la tempête. on avait une trachéo, donc on parlait avec une canule. Oui. Voilà. Ah oui. Et voilà, réapprendre à parler. Moi, je sais que avant mon accident, j'avais une voix très, très, très aiguë. Et je sais qu'à l'heure actuelle, monter dans les aigus, c'est pas possible. Voilà. On a une voix grave. Ah ouais, non, après. oui. une voix très, Ouais, on a une très voix grave. super peur. grave. Oui, Ah ouais, ça ouais. fait peur. C'est voilà, il y a beaucoup de changements et puis la verticalisation, Ah oui. ça m'a beaucoup touchée. J'avais un peu oublié ce passage, c'est vrai, mais voilà, c'est vrai que En même on temps, se met c'est un debout. encouragement. oui, c'est sûr, mais quand on se met debout pour la première fois, voilà, c'est quelque Les chose. murs qui viennent vers vous. Et ouais. Et puis c'est vrai que réapprendre à marcher, on a l'impression d'être un bébé de 3 ans. On a... Et ce qui est ordinaire avant devient extraordinaire à Oui. ce moment. Ah ouais. Non, mais je crois que quelqu'un qui n'a pas vécu d'accident, Oui. qui n'a pas fait un coma, ne peut pas comprendre comme c'est bon de marcher, Oui. comme c'est bon de pouvoir courir, de pouvoir parler, de pouvoir on les serrer regarde. la main. De... Oui. Quand on les regarde, on a l'impression que quand elle est en reconstruction, Ouais. c'est que tous les 2 jours, elles battent un record. Ouais, ah, mais c'est ça. C'est un... C'est des petites victoires. Moi, ma plus grande Oui. victoire, c'est mes premiers pas. C'est Ouais. Ouais, moi aussi. voilà, mes premiers pas, c'est Le une bonheur d'être libération. debout. Une Des fois, je me libération. dis, mais les gens se prennent des fois la tête pour un rien. Voilà, c'est Et de ça. savoir juste se lever de la chaise et Un verre d'eau. prendre un verre d'eau. J'étais déshydratée, goutte à goutte. Ah, mais ça, c'est... J'essayais d'avaler une goutte sans m'étouffer dessus. Donc des nouvelles joies, des nouvelles victoires finalement. Ouais, mais d'ailleurs, le verre d'eau, je réagis dessus. Moi, c'est vrai que quand je suis sortie du coma, j'avais une soif, mais immense. Oui, J'avais juste une envie, c'était de boire 1 litre d'eau, mais Oui. cul sec si je pouvais, quoi. Et je pouvais pas, on me l'interdisait parce que forcément, si je buvais trop, je vomissais. Oui. Et ça a été très très long aussi, à pouvoir remanger sans vomir derrière ou pouvoir boire sans vomir derrière. Après, moi, je sais que dans le coma, voilà, on m'a mis, comme vous le disiez tout à l'heure, docteur, beaucoup de produits, énormément. Et j'en ai encore des séquelles aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau digestif. Et c'est vrai que voilà, enfin, Christelle, ça vous parle tout ça? Bah oui, en fait, tout me parle. Sauf quand
elles disent de se mettre debout parce que moi, ça m'est pas arrivé tout de suite, ça, puisque en fait, quand je suis sortie du coma, en fait, Alors vous êtes sortie du coma le jour de la fête des pères. Non, juste après. Mais le jour de la fête des pères, en fait, j'ai pu prouver que j'étais pas morte. Parce que mon père est venu me voir et il m'a dit, ma chérie, c'est la fête des pères aujourd'hui, et je sais que tu m'entends, et je sais que tu me dis bonne fête, papa. Et parce que il sait toujours ce que je ressens et ce que je pense, mon père. Et du coup, je me suis dit oui, mais il faut que je lui prouve que c'est vrai ce qu'il dit. Et j'ai réussi à rentrer dans mon corps et à lui serrer les doigts. Et là, du coup, ils ont su qu'un jour je reviendrais. Et donc quelques jours après, j'ai à nouveau réussi à tirer plus fort que les autres fois sur la corde pour revenir. Et j'ai réintégré complètement mon corps. Et là, j'ai dit ça suffit, j'en peux plus de tous ces tuyaux, tout ça, et j'ai tout arraché. Et là, ça a été les hurlements dans les couloirs d'hôpitaux, les médecins qui disent crier au miracle. Elle se réveille, c'est pas possible, c'est un miracle. Et alors, la particularité, c'est que vous êtes amnésique. Alors, vous en rendez compte comment? Évidemment, ce papa pour lequel vous vous réveillez, vous ne le reconnaissez pas? Non. En fait, c'est paradoxal. Lorsque je suis dans le coma, j'ai pleine conscience, je sais exactement qui je suis, ce que je veux faire. Enfin, je me rappelle de ma vie. Et lorsque je sors du coma, je suis comme déjà, je suis hémiplégique, je suis aveugle, je bave, je sais plus parler. Enfin, je suis un légume. Et en plus, j'ai perdu la mémoire et je reconnais personne, ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur. Mais vous vous rappelez d'une confrontation comme ça où ils sont en train de réaliser que vous ne les reconnaissez pas? En fait, quand je suis sortie du coma, quand ma mère est rentrée dans la chambre, j'ai reconnu sa voix, même si je reconnaissais pas ma mère. Enfin, de toute façon, au début, je pouvais pas la reconnaître puisque j'étais aveugle. Même s'il y a que la voix que je reconnaissais. Et par contre, ma petite sœur, quand elle m'a parlé, j'ai dit c'est qui elle? Enfin, j'ai dit avec des sons gutturaux, mais j'ai dit c'est qui elle? Je ne reconnaissais pas sa voix non plus. Et donc, à ce moment-là, donc, vous vous réveillez et donc vous éprouvez quel sentiment de ne pas les reconnaître? Il y a un moment de panique? Ah oui. En fait, c'est horrible parce que je suis comme un bébé qui vient de naître, donc je me rends compte de tout et de rien en même temps. J'ai ma conscience tout en étant comme un enfant, une conscience d'enfant en fait. Parce que j'ai pas de souvenirs, je sais pas trop ce que c'est que de manger, de se mettre debout. De toute façon, je suis paralysée, donc de toute façon, je peux pas me mettre debout. Mais j'ai pas complètement la conscience de tout. Et d'un autre côté, je me retrouve dans un monde inconnu avec des gens inconnus et j'ai comme une boule au ventre et je me sens angoissée. Enfin, c'est inconnu donc inquiétant. Ah oui, c'est inquiétant, oui. Et alors, vous allez vous rappeler que vous avez 18 ans et que vous étiez sur le point de passer le bac. Oui, en fait, c'est ça qui m'a sauvée. C'est que quelques jours plus tard, j'ai eu un souvenir. Le mot bac. Et je me suis dit, tu passes le bac. Alors, je savais pas ce que ça voulait dire de passer le bac, mais je savais que je passais le bac. Et quand j'ai demandé aux infirmières et tout, c'est quoi passer le bac? Donc, elles m'ont expliqué. Elles m'ont dit, mais de toute façon, t'es pas prête de passer le bac. Hein, tu sais déjà, on va parler, pas écrire, pas lire. Donc, le bac, t'oublies, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, passer le bac, donc c'est des inconnus, ils parlent, ils bougent, moi je suis allongée, eux ils sont debout, c'est pas normal, donc c'est des extraterrestres. Et si je passe le bac, puisque c'est le seul souvenir que j'ai, en fait je vais pouvoir retourner sur ma planète. Et exit les extraterrestres. Et c'est ça qui m'a sauvée, parce que pendant des mois et des mois, j'ai fait tout pour pouvoir apprendre à écrire, à parler, à manger. J'ai tout fait pour marcher. Et là, moi, ma victoire, ça a été le jour où je me suis levée de mon fauteuil roulant. Et c'est là aussi que j'ai dit, là, il faut que j'écrive un livre pour raconter mon histoire. Et parce que c'était encore un miracle. Mais j'en ai plein d'autres des miracles après, avec les années. Et en fait, du coup, je me suis battue pendant des mois pour pouvoir retourner sur ma planète. Et du coup, la relation avec votre famille est redevenue naturelle à partir de quand? C'est-à-dire vous êtes, à un moment donné, ils sont à nouveau rentrés dans votre... En fait, ma petite sœur et mon frère, je les appelais par leur prénom, je les intégrais comme mon frère et ma sœur, mais pour moi, c'était pas vraiment mon frère et ma sœur. Mais je pouvais pas leur dire parce que j'allais leur faire de la peine. Et je sentais qu'ils m'aimaient tous et qu'ils étaient bienveillants. Et je pouvais vraiment pas leur dire. Ça les aurait traumatisés. Et en plus, je me suis dit, si en plus je leur dis que je sais, après ils vont se mettre de connivence avec les autres extraterrestres qui sont vraiment méchants. Et ils vont vraiment vouloir me tuer. Et ah ouais, c'était... Et dans votre cas, Julie, pour la reconstruction, vous avez eu besoin d'écrire. Ouais. C'est-à-dire, au début, ça démarre par un journal intime, et finalement, vous décidez de le mettre sur les réseaux sociaux. En fait, quand j'étais dans mon lit d'hôpital,
Voilà, j'avais 16 ans, j'étais une petite ado avec tous mes amis qui étaient au lycée, justement en train de passer le bac, mais qui étaient au lycée, qui avaient leur vie, ils venaient me voir. Moi, je les voyais debout, tout ça. Puis moi, j'étais allongée dans un lit d'hôpital, bandée de la tête aux pieds, brûlée à 40%, dévisagée. Plus du tout comme avant. Et quand je suis sortie de l'hôpital, donc ça s'est fait bien après, j'ai eu ce besoin d'écrire. Mais voilà, j'ai toujours écrit depuis que j'étais petite, mais voilà, j'ai pris un livre et j'ai écrit dedans. Et vous écrivez quoi? Vos sensations? Mes sensations, mon vécu, ce que je vivais au jour le jour, sur le regard des gens, tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'étais dans un lit d'hôpital, toute seule, au final, enfin, j'avais ma famille, mais toute seule pour me motiver, je me motivais seule. Et je me suis dit, mais moi, j'aurais adoré, en fait, pouvoir aller sur Internet, tomber sur le compte de quelqu'un qui se battait comme ça. Ça existait peut-être, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit, au lieu de partager cette histoire intimement, de l'écrire pour moi, en fait, tout ce que j'écris, je le sais déjà. Autant le partager à quelqu'un qui en a réellement besoin. Et j'ai commencé à écrire, donc au début, personne ne savait que j'avais ouvert ce compte. Je l'écrivais vraiment pour moi, et puis petit à petit, des gens ont commencé à s'intéresser à cette histoire, tout simplement, et c'est plus devenu... Enfin si, c'est mon journal intime, j'écris tous les jours dedans, mais c'est public, et ça aide beaucoup de personnes. Et ça aide des gens, et du coup, ça vous donne quoi comme satisfaction? En fait, je reçois donc j'ai à peu près 34 000 personnes qui me suivent, et les gens m'envoient des centaines de messages en me disant que voilà... Ils ont eu des problèmes familiaux, des problèmes de couple, même des accidents, des maladies. Pareil, des personnes qui sont sorties du coma et qui sont venues me voir en mode, enfin, grâce à toi, grâce à ton vécu, j'ai décidé de relever la tête, de ne pas me laisser abattre. Et je reçois des messages en me disant que voilà, je suis leur motivation, que tous les jours ils vont sur mon compte, ils lisent mon histoire, machin. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est eux ma motivation. En fait, oui, en fin de compte, c'est le cas pour tout le monde, j'ai l'impression. Voilà. Écrire, c'est une thérapie. Ah oui, non, mais carrément. Après, parce voilà. Il faut que ça sorte, Et plus vite ça sort, et plus vite on guérit aussi. Voilà, et à différents supports. Vous avez fait le choix d'écrire un livre. Ouais, mais par contre, je suis pas d'accord sur la thérapie pour tous, parce que moi, justement, je m'excuse, je te coupe. Vas-y. C'est pas une thérapie pour moi. Moi, c'était pour aider. En fait, c'était pour remercier tous les gens qui m'ont entourée et remercier tout le corps médical qui a été présent. Et même encore, je vais encore à Garches tout le temps. Je suis encore suivie 3 fois par semaine chez le kiné, chez l'orthophoniste. Enfin, ça sera à vie, ma rééducation. Donc moi, ce livre, c'était pour remercier mon entourage aussi, la famille et le corps médical qui me suit, et puis pour donner de l'espoir aux gens, parce que maintenant, c'est vrai qu'on en parlera peut-être après, j'ai un handicap, je vis avec, et je voulais montrer que c'est pas parce que t'es handicapé que t'as pas une vie. J'ai même réussi à trouver un mari, j'ai 2 enfants, non mais c'est un miracle, je travaille, je fais plein de choses, donc c'était pour ça, c'était pour sensibiliser les gens et donner de l'espoir, leur dire, regardez, on a ça, mais tout n'est pas fini, quoi. Faut jamais baisser les bras. Non, c'est plus pour inspirer les autres. Comme moi, je le dis tout le temps, la différence, c'est une force. C'est que c'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose, un accident ou même une maladie, on sait pas d'où elle vient, qu'on peut pas faire comme tout le monde, voire mieux en fait. Voire mieux que tout le monde, parce qu'au quotidien, on essaie d'inspirer des personnes. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là toutes les 3 aujourd'hui. En fait, je pense que maintenant, on a un peu la mission d'aider les autres. On est un peu, si on est revenu, c'est peut-être... Enfin, c'est obligé, quoi. C'est qu'on a le destin d'aider les autres et d'essayer d'apporter un maximum aux gens, enfin, je pense. Moi, c'est surtout aussi par rapport à la douleur qu'on peut subir, et surtout quand on ne peut pas le manifester, quand on ne peut pas le dire. Non seulement mon livre me sert à me libérer moi, mais aussi que ça serve plus loin. D'ailleurs, les gens me disent que c'est un message d'espoir. Ils préfèrent acheter ce livre pour l'offrir à la place d'un bouquet de fleurs, donc ça me fait du bien. Il y a même de corps médical qui me dit merci. Bon, c'est un grand succès, effectivement, votre livre. On va en parler dans un instant, mais je voudrais vous montrer un reportage sur quelqu'un qui est au chevet de son mari depuis 25 ans. Quelqu'un qui a subi un traumatisme crânien très grave à la suite d'un accident de moto. Et donc, cette personne a créé une association qui vient en aide aux personnes qui sortent du coma et à leur entourage. Notre équipe est allée à la rencontre de cette femme à l'énergie hors du commun. On en parle juste après. Mon mari, il y a 25 ans de ça, a eu un grave accident. Il a été plongé dans un coma très profond, donc il a mis très longtemps à ouvrir les yeux, à émerger. J'avais cherché désespérément une association pour qu'on me donne des conseils, puis aussi un peu de soutien moral, une écoute aussi.
Ce matin, Myriam se rend dans une maison thérapeutique. Bonjour, c'est Myriam. Myriam l'a mise en place pour accueillir les personnes victimes de coma, comme l'a été son mari. Comment tu vas? Ça va. Ça va, ça te plaît? Oui. Il y a 25 000 personnes dans le Nord, Pas-de-Calais, avec une lésion cérébrale de tout niveau, du grabataire jusqu'à le léger, on va dire. Et il y a quasiment rien pour ces personnes. Et j'ai décidé donc de travailler à faire une association pour que ces gens ils trouvent de l'aide. Elsa, tu me payes un petit café? Oui, un thé. Tout le monde ne veut pas l'habitat en structure. Leur premier désir, c'est d'être maintenus dans leur maison, comme ils disent, je veux vivre chez moi. Nous, on a pu acquérir un logement, un peu comme les étudiants ils vivent en colocation, et dans une maison commune. Mon dernier café que j'ai bu, c'est la Réunion, c'est du café que je cultivais. Ah, tu cultivais du café? C'est pas parce qu'on est cérébrolisé ou trauma crânien que la vie s'arrête, elle continue. Et un cadre de vie comme au Number One, ben ça leur apporte tout ce qu'il faut pour continuer à vivre normalement. Et ça, c'est important, parce qu'ils oublient aussi leur pathologie. Je faisais sécher. Et ça devient grand comment, un caféier? C'est un arbre. Hein. Ah, c'est un arbre? Je suis vraiment hyper bien ici. Déjà, je suis un peu comme chez moi, quoi. Et bon, je suis bien entourée par les assistants de vie, très très bien entourée. Et il y a une ambiance ici, on fait plein de choses, quoi. Parce que les navets, tu sais... Attends, je te montre d'abord les navets. La deuxième peau. Allez, tu viens tourner ton champignon comme ça. C'est un petit nœud, tu l'enlèves. Salut mes chéris! Hé, la présidente. Ouais, regarde, je suis venu vous voir. Comme ils vivent chez eux quelquefois seuls, bah, tout de suite, on a eu l'idée de mettre en place des ateliers. On a comme ça une activité tous les jours et vendredi, ils font l'atelier cuisine. Ils aiment beaucoup ça. Et puis, en plus, ça leur fait travailler les membres dont ils savent plus se servir ou mal. Vas-y, va bien chercher le tranchant de la lame. Vas-y. Allez, prends la carotte. On éloigne sa main le plus possible. On y va. Toi, comment t'as bien... Non, loin les doigts, loin. On évite les coupures. Est-ce que tu penses qu'il est bien épluché? Non. Voilà, donc tu rectifies. J'ai eu mon accident en 96. Premier traumatisme crânien. Une des conséquences, c'est qu'on perd beaucoup de ses relations, quoi. Il y a beaucoup de gens qui tiennent plus à nous voir, par exemple, ou qui donnent plus signe de vie parce que on est devenus différents, quoi. Et donc ici, j'apprends des recettes, et puis ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont un peu la même histoire que nous, quoi. Okay. Allez, tu peux ajouter les champignons maintenant. Bim. Allez. Fais attention, geste précis. On n'en met pas à côté, sinon on a un gage. Voilà. Super. Ah, c'est super, c'est génial. Bon, vas-y, pose ça là. D'avoir pu déclencher quelques constructions d'établissements, d'essayer de faire reconnaître au mieux la pathologie. C'est pas facile, mais on y arrive. J'ai voulu faire quelque chose pour les autres pour une raison toute simple. J'appelle ça l'humanité. Je n'ai pas besoin d'inventer des choses extraordinaires. Si on écoute un peu sa tête et son cœur, le reste, il va tout seul. Sylvain, chef, maître rôtisseur, je te félicite. Alors, vos réactions dans un instant, je pense à mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage, Brigitte, Aude et Luc. Salut les camarades. Votre réaction spontanée, docteur, ça veut dire quoi quand vous faites ça? Vous avez fait comme ça? Ça veut dire que je suis admiratif du temps, parce que ce sont des gens qui sont payés même pas 1 500 € par mois, qui consacrent leur journée entière et leur vie à aider les autres à réapprendre à vivre. Et bon, c'est chapeau. Félicitations, parce qu'apprendre à éplucher une carotte, pour nous, c'est rien. Mais il faut le faire avec de l'humour, avec de la tendresse, pour que l'échec ne soit pas considéré comme quelque chose de dramatique. Je suis profondément admiratif. Et je vous ai vu vous regarder toutes les deux au moment où finalement on entend dans le reportage, après un coma et quand on est en période de réapprentissage, ça fait le tri parmi les amis. Ouais. C'est clair. Ouais. Il y en a qui vont venir vous voir par curiosité, pour savoir comment ta peau elle est après une brûlure. Déjà, il y a ça, donc on fait déjà un tri, mais après, c'est nous. En fait, moi, je m'entendais quasiment plus avec les gens de mon âge. Et encore aujourd'hui, j'ai 20 ans, c'est triste, hein, mais des fois, je suis en soirée avec des gens de mon âge, et ça marche pas.
Mais même moi, j'ai du mal à imaginer que vous avez 20 ans quand vous nous parlez. Mais Ça veut dire quoi, qu'il y a une sorte de ultra-maturité? je pense que, en fait, j'ai pris, honnêtement, hein, je suis sortie de mon accident, j'ai pris 10 ans d'un coup. Et voilà, je m'entends, mais c'est triste à dire, 10 ans mais de maturité. je m'entends déjà mieux avec Christelle qu'avec des gens qui ont 20 ans de mon âge des fois, je vous jure que c'est vrai. C'est vrai que j'ai 20 ans de plus, enfin un peu plus même, mais je vais pas le dire. Mais par contre, mon accident, moi j'avais 18 ans, donc on avait 2 ans d'écart. Et en fait, on s'est regardé parce qu'on en discutait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je suis retournée au lycée, les jeunes, ils ont été super durs avec moi. Parce que bon, à l'époque, je suis retournée, je savais pas écrire, je savais pas bien parler. Les profs donnaient des photocopies à mes parents. J'étais soit en fauteuil, soit debout. Mais enfin, j'étais l'handicapée du lycée, quoi. Et du coup, les élèves à cet âge-là, ils sont pas sympas. Puis après, quand j'ai récupéré, que j'ai pu réécrire et tout, ça a été un peu moins dur. Mais par contre, j'ai toujours eu ce décalage quand j'étais en BTS, quand j'ai refait des études et tout. J'ai toujours eu ce décalage avec les jeunes et je m'entendais qu'avec les profs ou avec les parents de mes amis, mais pas mes amis. Ou alors leurs grands-parents. Et quand je suis arrivée dans le monde du travail, j'étais la petite jeune au travail, mais je m'entendais aussi avec les personnes plus âgées. Et c'est vrai que... Et le fait de rencontrer quelqu'un qui a traversé la même épreuve, ça crée une connivence? Bah oui, ça rassure. C'est de toute façon quelqu'un qui a... Bah oui, parce qu'on se comprend sur plein de trucs. Et là, on s'est regardé, juste un regard. On se connaît que depuis aujourd'hui. Et pourtant, ça y est, un regard, on se comprend, quoi. Pourquoi ça rassure? C'est un mot fort. Ça rassure, moi encore aujourd'hui, hein, des fois je suis en soirée et j'adore mes amis, mais il y a des moments où je vais dire, mais je les adore, hein, mais je suis pas à ma place. Parce qu'ils vont délirer sur un truc que voilà, moi je faisais quand j'avais 15 ans et eux, tant mieux, moi je les envie d'avoir 20 ans comme tout le monde a 20 ans. Moi j'ai 20 ans comme on en a 30. On les envie en fait d'avoir cette insouciance. Cette insouciance. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais en fait. On les envie de cette insouciance et d'un autre côté, cette insouciance, on la supporte plus. Voilà, exactement. Hein, non, mais c'est vrai. Nous, on était surpris qu'on avait autant d'amis. Oui, ça c'est vrai. Oui, même des connaissances, même des... Qui sont venus me voir. Est-ce que ça a dévoilé des gens, justement, qui n'étaient pas forcément proches et qui sont devenus proches? Mais moi, ma meilleure amie à l'heure d'aujourd'hui, c'était qu'une amie de lycée. Hein. Et j'ai mes meilleurs amis qui sont proches de moi aujourd'hui. C'est des gens que jamais j'aurais pensé qu'ils seraient autant là. Et des gens, au contraire, que je pensais qu'ils seraient là, ne sont pas là aujourd'hui. Et elles l'ont quasiment jamais été, parfois. Sacrée leçon de vie. Et donc, Brigitte, quels sont j'ai envie de dire, les ateliers proposés par cette association? On leur propose de faire du bowling, de faire d'aller à la piscine, de la pétanque, de la pêche, enfin tout ça. Il y a même des ateliers théâtre et des ateliers reliure. Et elle ne fait pas que ça. Elle a eu d'autres idées. Un jour, elle était en train de faire reprendre conscience à son mari du crissement des pas dans la neige. Et ça lui a donné l'idée d'emmener toutes ces personnes au ski. Alors, ils font du ski fauteuil, aller faire des balades en raquettes, mais c'est pas tout simple non plus parce que les gens sont pas toujours gentils et compréhensifs. Et un jour, sur un télésiège, elle a pris une petite réflexion fort désagréable d'un monsieur qui lui a dit que c'était carrément, c'était dégueulasse de laisser vivre son mari dans un état comme ça. Voilà, mais elle baisse pas les bras. Elle les emmène faire des balades en montagne, des séjours à la montagne. Elle est très créative parce qu'elle fait faire des courses de lit. Ah oui. Alors évidemment, c'est une entreprise de sensibilisation. Voilà, depuis 1999, voilà les courses de lit. Alors pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, on compte en lit. Hein, c'est ça la mesure, l'étalon des hôpitaux. Donc il y a des dormeurs dans les lits et il y a des pousseurs. Et voilà, ça sensibilise les gens à ce problème. Juste à ce sujet, quand on fabrique des établissements de soins, des hôpitaux, je ne sais pas si nos chers architectes pensent qu'il y a des gens qui ne voient que le plafond. Oui. Et qui ne voient que le plafond pendant des semaines et des mois. Oui. Et je crois qu'à aucun moment, ils ne se posent la question et se mettent dans la situation. J'aimerais que les médecins se mettent dans la situation des patients. C'est ce qui est fait d'ailleurs parfois dans certains endroits où on revêt une combinaison
pour ressentir ce que vit une personne âgée qui attend des heures assis sur un fauteuil pour aller faire une radio de thorax. Comme ça, on comprend mieux ce que c'est que d'envoyer quelqu'un à la radio des poumons. Je pense que des architectes devraient vivre dans un hôpital et ils percevraient l'environnement très différemment. Et les gens qui ont été dans le coma, qui ont eu pendant des heures et des heures ces espèces de lampes à néon pour éclairer une grande surface... Réaction spontanée de Julie. Ah oui, ah oui. Ah Ouais. oui, c'est Non, horrible. mais je suis totalement en accord. Ouais. Je crois qu'ils y pensent vraiment pas. Et Non, c'est vrai. je pense que franchement, je sais pas, une petite, mais rien que, je sais pas, un petit mandala sur le plafond, je vous jure que ça égayerait déjà. Moi, je pouvais pas baisser le cou. Fenêtre aussi, c'est bien. Je regardais vraiment en l'air. D'ailleurs, Parce que ce qu'on c'est des entend box. quand on est dans le coma, et c'est important de le dire, les bruits. Moi, je sais que ma mère m'avait ramené une cassette. À l'époque, c'était des cassettes, ça n'existait pas, Moi, les mon CD. iPod aussi, ouais. Et elle m'avait ramené une cassette de Nirvana parce que avec ma copine on écoutait Nirvana. Alors je vous dis pas les guitares métalliques dans les urgences, enfin dans les. Oui, moi j'avais pareil. Dans la réa, ça faisait du bruit. Moi, je suis pour. Mais en fin de compte, du coup, c'était bien quoi. Mais je Oui, peux revenir bien sûr. sur la musique. Parce que c'est vrai qu'il demandait est-ce que votre épouse aimait bien la musique. Il a dit oui, bien sûr. Et donc, ils m'ont mis de la musique. Mais ça peut aussi devenir un calvaire. Parce que plus On croit personne. vous faire plaisir, à un moment donné, on vous Oui, au répète la même début, chose. c'est bien. Mais ça n'arrête plus. Si vous avez du sardou pendant 12 heures, Parce que vous pouvez pas. Mais justement, il était là pour une surprise. Non. Bon. Lui, il éteignait quand il partait. N'importe qui rentrait, même la femme de ménage. Oh, c'est triste ici, on rallume. Plus personne s'occupait de quand est-ce qu'on va couper. Mais ça devient un supplice. Ah ouais, non, c'est horrible par contre. J'avais de la tachycardie, rien que de ça. Oh là là. Ah ouais. Et donc, Ça est-ce qu'on peut dire devient les un chanteurs que vous... supplice. Est-ce qu'on peut dire les chanteurs que vous ne pouvez plus écouter du coup? Non, c'est passé, c'est du passé maintenant. Mais sur le coup, je me suis dit, ça, Parce qu'effectivement, tout c'est le monde pensait que vous terrible. n'entendiez pas, et donc Oui. tout le monde croyait vous faire plaisir, Oui, et c'était oui. en boucle les mêmes chansons. Et oui, et personne, c'est normal, ils ont autre chose à faire que de regarder. Ça vous fait marrer, Julie. Depuis quand Non, la mais je l'ai musique, vécu elle un tourne. peu aussi. C'est-à-dire En fait, moi, j'ai une magnétiseuse qui est venue et qui a dit à ma maman qu'en fait, je voulais écouter ma musique. J'étais gymnaste pendant 10 ans et qui a dit à ma maman que je voulais écouter ma musique de gym à l'hôpital. Donc, ils m'ont ramené ma musique. Et donc, ma musique de gym passait, il y avait d'autres musiques, mais c'est vrai que ça tournait en boucle, en fait, et il y a des moments où ils oubliaient de l'éteindre, mais je peux encore vous les dire, hein, les musiques qu'il y avait dedans, je m'en souviens encore. Hein. Je vous jure, ça m'a traumatisée. En fait, Oui, c'est horrible. la grande difficulté, c'est de se mettre dans la situation de quelqu'un qui ne peut pas réagir et interagir avec son environnement. Vous lui mettez un feuilleton, je dirais pas sur quelle chaîne, et puis ensuite, on va se retaper pendant 3 heures un téléachat. Je peux vous dire que C'est clair. ça devient insupportable. Hein. Bon, c'est une information qu'on retient et qu'on retient, je peux vous dire. Elle est financée comment cette association? Alors, par des dons et par les adhérents qui, eux, versent 30 euros par mois ou 36 euros, je ne sais plus, 36 euros par mois. C'est grave, Brigitte, à 6 euros près, tout va bien. Ça donne un ordre. Quand même 6 euros sur 1000 adhérents, ça fait quand même beaucoup. Et en plus, il y a quelques communes qui donnent quelques subventions. Et ce qu'il faut savoir, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Myriam a eu, depuis, ça fait 20 ans, qu'elle a ouvert une ligne de téléphone chez elle, qui est ouverte 24 heures sur 24. Et les gens peuvent téléphoner, appeler pour être assurés, apaisés, etc. Le 1er mai, elle organise une brocante. Elle a besoin de 15 bénévoles. Voilà. Et la deuxième chose... Nous, dans le Nord? Dans le Nord. Ça sera sur le site de 1001 vies. Et en plus, le 25 juin, il y a dans toute la France les 10 km de l'Hexagone. Et là aussi, alors si les personnes peuvent y aller, c'est pour courir pour les cérébraux lésés. Bon, en tout cas, Voilà. Myriam a un travail extraordinaire. Hein. Fantastique, On fantastique. l'admire tous. Elle a eu j'oublie de le dire, en 2012, elle a eu la Légion d'honneur pour son C'est combat. mérité. C'est bien. Voilà. Au moins, Tout là, à c'est fait. mérité. C'est mérité, on a envie d'applaudir Myriam. On Bravo. embrasse très fort, on vous embrasse Myriam. Oui. Alors, Aude, on a parlé de la rééducation des personnes qui sortent dans le coma. Il y a beaucoup de choses à réapprendre. Et là, c'est une méthode assez originale. Oui, alors je ne suis pas venue les mains vides pour vous parler de cette méthode. Je suis venue avec des petits échantillons d'odeurs, parce qu'on va parler d'olfactothérapie. Je veux juste dire que effectivement, l'odorat est un sens très profondément ancré au niveau du cerveau, puisque ça fait partie des sens primaires qui nous permettent de nous défendre et de nous sauver. C'est le cerveau
vraiment reptilien. Et qui sont des odeurs dangereuses, notamment. Voilà. Alors, on croit qu'on ne sent qu'une vingtaine d'odeurs, une trentaine d'odeurs. En fait, c'est une mémoire très, très profonde. C'est le premier sens qui va être stimulé. Quand on est enfant, on est aveugle. On n'est pas vraiment avec l'audition développée. En revanche, on ressent l'odeur de sa mère, l'odeur de son doudou. C'est très sécurisant et très apaisant. C'est pour ça que lorsque les gens sont dans le coma, parfois, on leur met des objets familiers à côté d'eux parce que l'odeur va venir les sécuriser et les apaiser. Vous avez reconnu les odeurs ? Non. Non. Alors, ce qui est intéressant dans l'olfactothérapie, c'est que c'est pas forcément, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que c'est pas forcément, il faut pas forcément réussir à dire, voilà. En revanche, c'est tout ce que ça évoque, tous les souvenirs que ça évoque, des souvenirs donc très lointains. Et quand on sort du coma, on doit tout réapprendre, on doit se reconnecter avec son passé, on doit se reconnecter avec ses émotions, et c'est en cela que l'olfactothérapie est intéressante, et c'est pour ça que donc il y a des ateliers qui sont proposés aux personnes qui viennent de se réveiller du coma, comme ça a été votre cas, Christelle. Ah, alors là, c'est pas simple. Moi, vous pouvez m'aider ou pas ? Ça te fait penser à quelque chose. C'est ça. Moi, par exemple, celle-là, ça c'est du foin, et c'est vrai que quand j'ai fait le test, ça me rappelle quand j'étais toute petite. Non, ça n'a rien de. Non, alors ça me rappelle des souvenirs avec ma copine de l'époque qui s'appelait Aurélie. On était toute petite, on allait dans le champ en face de chez mes parents et on montait sur les bottes de foin. Et c'est vrai que c'est des très très vieux souvenirs. Et je pensais pas que ça pouvait être aussi, aussi immédiat. J'ai senti cette odeur et voilà ce que ça m'a rappelé. Et alors ça, cette technique, elle a été importée en France par Marie-France Archambault. Il y a 15 ans à l'hôpital de Garches. Et vous amenez des trucs pour s'amuser, alors Bah oui, c'est ça. Mais personne ne t'écoute, alors c'est pas bien. Bon, la fastoche, la lavande. Oui. Mais alors la lavande, qu'est-ce que ça t'évoque ? L'intérêt, c'est ça. que tu nous racontes des histoires. Les placards de ma grand-mère. Par exemple. Il y avait des petits sachets de lavande. Voilà, et oui, c'est vrai, en effet. Là, il y a l'odeur de fumée. Moi, ça me rappelle la cheminée dans les Pyrénées avec ma grand-mère. On faisait du lait ferré, c'est du lait chaud dans lequel on fait couler le sucre fondant avec le tison qui fait du caramel. Ah, c'était un truc. Julie, c'était quoi là ? Girofle. Et ça vous a rappelé quoi ? Une purée oui. de ma grand-mère. Non mais c'est vrai en plus. La girofle. Vous reconnectez. Les personnes qui assistent à ces ateliers, généralement, ont perdu leurs repères, notamment au niveau de la journée. Ils savent pas forcément que le café, c'est le matin, les odeurs de salé, c'est au moment du déjeuner. Donc en fait, ça leur permet de se réorienter dans la journée. Ça leur permet aussi de réapprendre les odeurs du danger. Parce que avant de pouvoir repartir chez soi et vivre de nouveau seul, on vous fait sentir des odeurs de gaz, des odeurs de brûlé, en vous expliquant que ce sont des odeurs qui sont... Alerte. Donc c'est un outil en plus pour aider à la rééducation et pour aider à la communication de tous ces patients. Alors c'est utilisé dans les hôpitaux ou c'est fait dans des choses un peu annexes ? C'est utilisé dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a 11 hôpitaux en France qui permettent ce genre de thérapie alternative. Et j'ai quand même un exemple incroyable à vous donner. C'est celui de Frédéric. Ça se passe à Garches. Il avait 19 ans et il avait eu un grave accident de moto. Ça faisait 3 mois que justement il avait les yeux rivés au plafond. On essayait de le stimuler par plein de manières différentes. La musique, en lui montrant des photos. Rien ne se passait, il avait les yeux rivés au plafond. L'olfactothérapeute a longuement parlé avec sa maman, a essayé de comprendre quelles pouvaient être les odeurs qui pourraient l'aider à se réveiller. Elle a appris qu'il mâchait des chewing-gums en permanence. Il adorait la menthe et il mâchait des chewing-gums à la menthe en permanence, ce jeune homme. Elle est arrivée avec une petite fiole de menthe, elle lui a mis sous les narines. Et au bout de quelques minutes, il a la narine qui a commencé à bouger. Ses yeux, c'est la première fois qu'il bougeait ses yeux. Il a croisé le regard de cet olfactothérapeute et il lui a souri. Et ça a été le début pour lui d'un réveil qui a été évidemment progressif. Et quand il a réussi à nouveau à parler, il a expliqué que c'était cette odeur de la menthe qui l'avait aidé à revenir à la vie, à se reconnecter. Exactement. Oui, c'est la Madeleine de Proust. On voit que, en fait, la mémoire est encore quelque chose qu'on étudie. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, je tiens vraiment à le dire, il y a des gens qui, au travers du monde entier, travaillent et essayent d'avancer dans la connaissance. Nos collègues, le professeur Laurent Cohen à la Pitié-Salpêtrière, travaillent énormément pour essayer de voir à quel endroit se
fait la prise de conscience et la décision. On essaye de voir comment fonctionne la mise en mémoire, parce que c'est pas la mémoire n'est pas quelque chose que l'on range dans une étagère. On se rend compte que la mémoire, elle est connectée à beaucoup de choses. Ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'effectivement, l'odeur du café nous fait penser au matin, alors que l'odeur de choucroute nous fera penser à midi et pas au petit déjeuner. Donc effectivement, ou à l'Alsace. Oui. Ou à l'Alsace. Et c'est vrai que tout ça va permettre de relier les choses. Et en tirant parfois sur le petit fil très fin de la mémoire de l'odeur du café, on va se resituer dans le temps et reprendre un petit peu les contacts et les habitudes avec la vie. Et c'est pas utilisé, j'imagine, que pour les gens qui sortent du coma. Alors non, en effet, on commence à l'utiliser pour les malades d'Alzheimer, en service de gériatrie. Et puis on l'utilise aussi pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, par exemple, ou en cancérologie. Ça commence vraiment à se répandre parce que ça permet de se reconnecter avec ses émotions. Et donc, évidemment, ça, c'est la clé de la rééducation, mais dans plein de domaines différents, en fait. Ben merci. Et je voudrais qu'on parle parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Luc, de choses assez étonnantes, parce qu'on l'a dit, quand on se réveille après un long coma, il y a des tas de changements. Vous avez parlé d'un changement physique, et puis dans votre cas, il y avait l'amnésie. Et là, ce sont des histoires qui paraissent assez folles, en fait. Ah oui, c'est des histoires absolument insolites. Souvent, les gens qui sortent du coma disent qu'ils sont une autre personne après. Hein, ouais, et vous le dites aussi. Alors, je vais vous parler d'histoires totalement extraordinaires et de réveils de coma extraordinaires. Ce garçon s'appelle Ruben Semo. C'est un Américain, un jeune adolescent de 16 ans. Et en bon Américain, il joue au football américain. Mais sauf qu'un jour, il prend un grand coup de casque dans la tête et, traumatisme crânien, il fait 3 jours de coma. Eh bien, à son réveil, croyez-le ou non, mais c'est vrai, il parle couramment espagnol. Alors qu'il ne parlait pas espagnol. Il ne parlait pas espagnol, c'était un piètre élève, il avait fait un peu d'espagnol à l'école. Donc il avait peut-être des choses dans sa tête au niveau de l'espagnol. Mais il se met à parler couramment espagnol. C'est absolument hallucinant. Alors petit à petit, et sans accent, sans rien. D'accord ? Ça s'appelle. C'est assez fréquent, hein, docteur, ce genre de. Ça arrive. On a un cas en Alsace de quelqu'un qui, en fait, avait entendu l'allemand et manifestement, il s'est réveillé sans parler français, mais parlait allemand couramment. Alors qu'il l'avait jamais pratiqué. Mais comment c'est possible ? On appelle ça, on l'a étudié, ça s'appelle le syndrome de l'accent étranger. Parce que moi, dans un rêve, un jour, je rêvais que je parlais russe, mais quand je me suis réveillé, je parlais pas russe. Oui. Mais c'est l'idée à un moment donné, c'était la sensation de pouvoir communiquer, mais quand on n'a pas appris comment on connaît les mots, les phrases. Certains médecins disent qu'il s'agit là aussi des capacités de notre cerveau qu'on ne connaît pas et qu'il y aurait une façon non consciente d'apprendre les langues aussi. Il y a des capacités de cerveau, mais ça, c'est avec des gros points d'interrogation. Alors, ça, c'est l'histoire donc de Ruben. Je vais vous parler maintenant de l'histoire de Rory Curtis. Alors, Rory Curtis est un Britannique. En 2012, il vit un accident de voiture très grave. Il fait quelques jours de coma et à son réveil, eh bien, il est persuadé qu'il est Matthew McConaughey. Il est persuadé qu'il est ce fameux acteur. Et en plus de ça, comme notre précédent ami, il parle français couramment, alors qu'il l'avait un petit peu étudié au collège. Il parle français avec un accent parfait français. Donc double... Et quand il se voit dans la glace, Alors quand il se voit dans la glace, il sait bien qu'il ne lui ressemble pas, mais il est convaincu qu'il est lui, et il dit même à ses proches et au personnel, que vite il faut qu'il sorte de l'hôpital parce qu'il a des films à tourner. Mais ça, c'est pas une blagounette, ça ? C'est pas une blagounette. Et docteur, je me retourne vers le docteur, ça ressemble pas à une blague ? Non, je pense qu'effectivement, il y a des situations qui sont complexes. Encore une fois, on est aux frontières et aux limites de nos connaissances et on est confronté à des situations que les médecins ne comprennent pas. Et je n'apporterai aucune explication, mais je sais que ça existe. Ça peut exister. Oui, ça existe. Et il est redevenu lui-même ? Il est redevenu petit à petit lui-même. En revanche, ça s'est passé en 2012. Eh bien, aujourd'hui, il parle encore un français parfait. Donc c'est une langue quand même qu'il avait apprise. Voilà, au collège. C'est la question d'apprentissage, en fait. C'est qu'en fait, il l'avait apprise, comme on fait à l'école. Voilà, collégien. Okay. 12 ans plus tard. C'est comme si la connaissance était... Peut-être l'inhibition fait qu'on ne pratique pas une langue parce qu'on a peur d'être ridicule, de mal la prononcer, et que là, il y a une levée d'inhibition. Et que maintenant, il se laisse aller, et du coup, il est fluent in French. Voilà, c'est ça. Dans le texte. Alors, dernier exemple, moi j'aime beaucoup, c'est Janine. Janine est belge. Et Janine vit un accident de la circulation, elle se fait renverser par une voiture. Les médecins sont très pessimistes, état critique, mais son fils ne se décourage pas. Il s'appelle Fabien, son fils. Et son fils sait que sa maman est une aficionada, une passionnée du chanteur italo-belge, Frédéric François.
Alors, toute la journée à l'hôpital, on entend laï, je t'aime à l'italienne, puisqu'il lui met ses chansons préférées, un petit peu comme vous avez vécu. Peut-être pas Frédéric François. Non. Bon, ben. Et donc, il ne se passe rien. Alors, son fils ne se démonte pas et se décide à appeler Frédéric François en personne. Il arrive à avoir son numéro. Ils prennent rendez-vous le lendemain. Donc là, elle est toujours dans le coma. Elle est toujours dans le coma. Le lendemain, à 13h, rendez-vous est pris. Il allume le téléphone, il met le haut-parleur. Et là, Frédéric François parle à Janine. Et le lendemain, Janine se réveille. Ouais. C'est miracle. Quand j'avais entendu ça. C'est pas des blagues. Tu as l'air. Mais je m'en tourne vers le docteur. Il est embêté, le docteur, parce que ce ne sont quand même pas des situations très courantes. Maintenant, il est clair qu'il y a quelque chose qui a été déclenché, il y a eu l'activation. Alors, vous savez que la notion de plasticité du cerveau est une notion qui est très récente. Ça fait une vingtaine d'années au grand maximum que l'on se rend compte, parce que pendant très longtemps, on a dit, voilà, notre cerveau a des cellules qui ne se régénèrent pas. Vous avez vos cellules neuronales à partir de l'âge de 20 ans, et à partir de là, c'est la dégringolade progressive et lente avec l'âge. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. On peut apprendre le piano à 80 ans, on va développer de nouvelles connexions. Ce sont ces bras dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'on va venir accrocher des nouveaux contacts et développer des facultés. Ces connexions entre les neurones, elles peuvent changer en fonction de ce qu'on est en train d'apprendre. Remodelables à volonté, et probablement que le sommeil est un moment très important de réorganisation de ces connexions. C'est pour ça que pendant un temps, on disait qu'il fallait apprendre des choses difficiles le soir, parce qu'on allait travailler dessus la nuit. Moi, j'ai essayé pour plein de langues, entre autres le chinois, et je ne parle toujours pas de chinois. Alors vous êtes quand même devenu médecin, il a fallu l'étudier. Ça a été très difficile. Et donc, c'est une histoire incroyable. Ah oui, ça s'est passé l'an dernier. Alors, Frédéric François, il lui a dit Janine, accrochez-vous, vos enfants ont besoin de vous, vos petits-enfants ont besoin de vous. Au prochain concert, quand je passe près de chez vous, vous serez en carré VIP. Voilà, il a tenu promesse. Mais en tout cas, elle s'est réveillée, pas instantanément, mais en tout cas, le lendemain. Et elle est restée 9 mois à l'hôpital, refaire sa rééducation. En tout cas, elle s'est réveillée le lendemain de l'appel de Frédéric François. Une réaction, Angèle. Ça vous étonne? Moi, ça m'étonne carrément. Ça vous étonne? Moi non plus. Non, Ça vous étonne pas. Ah bon, Non. Non, parce qu'en fait, que l'on soit dans le coma ou après, quand on se reconstruit, ou même, moi, ça fait presque 25 ans, en fait, on avance avec des buts et avec des... Et c'est comme la carotte, le bâton, enfin. Et elle était dans le coma, elle l'a entendu, et il lui a promis des choses, je vais le voir et tout. Mais voilà, c'est un élément déclencheur. Ouais. Il faut vraiment avoir des rêves pour avancer. Et je pense que ça a fait comme un rêve. C'est une phrase que j'aime beaucoup, il faut avoir des rêves pour avancer. Et moi, je dirais qu'il y a une chose très importante dont on a parlé pendant tout ce moment d'entretien, ce sont les émotions. C'est-à-dire que l'importance des émotions va avoir un pouvoir pour peut-être stimuler le réveil et la sortie du coma. Vous auriez aimé que qui vous parle à l'oreille? Donc là, c'était Frédéric François. Vous auriez aimé que qui vous appelle? Un acteur, un chanteur, Julie? Non, pas d'acteur, de chanteur. Moi, c'était ma famille avant tout. Mais peut-être que Brad Pitt est de votre famille. Non. On ne le sait pas. Bon, en tout cas, il faut effectivement avoir des rêves pour avancer, vous l'avez dit. Et là, j'en ai encore. Et vous avez encore des rêves. Vous pouvez en parler ou ils sont secrets? Ah non, il n'y a rien de secret. En fait, j'ai écrit mon livre pour aider les gens, pour sensibiliser. Et maintenant, moi, mon rêve, c'est que mon livre, j'arrive un jour à trouver un producteur ou un réalisateur qui m'appelle et qui me dise on va en faire un film comme ça, il y aura encore plus de personnes qui vont voir, ça va aider encore plus de monde. Que votre histoire soit portée à l'écran. Voilà, c'est mon rêve. Bon, ben, c'est votre rêve. On va être très, très à l'écoute. Vous nous tenez au courant si jamais ça se réalise, d'accord? Ça marche. Je montre bien ce livre. Et puis, vous étiez aussi dans la transmission très, très vite, puisque vous étiez quasiment... vous étiez encore à l'hôpital. Donc, Une larme m'a sauvé. Donc, votre livre de témoignages, qui a été lu par près de 100 000 personnes. C'est énorme. Un peu plus. Un peu plus de 100 000 personnes. Donc, merci beaucoup d'avoir donné de l'espoir. C'est ce qui est important pour vous. C'est ça. Donc, merci à vous. Merci, docteur, pour toutes ces explications. Votre humanité, votre authenticité. Et effectivement, vous avez parlé souvent des limites de la science aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Merci beaucoup. Merci, les camarades. Merci. Et merci à vous. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve très, très bientôt sur France 2. Très bientôt. Demain, dans 1001 vies, nos invités viendront partager avec nous leur destin exceptionnel. Malgré les nombreux a priori, ces 3 femmes ont en effet eu le courage de choisir un métier d'homme. Quand on fait un métier dit d'homme, on est toujours sous leur regard. On n'a pas le droit à l'erreur. Adolescente, Sama veut devenir journaliste.
Son ambition l'amènera à couvrir les conflits, parfois au péril de sa vie. J'étais partie pas mal au Nigeria et on s'est retrouvés avec la voiture secouée, attaquée, impossible de sortir. Et là, c'était compliqué. Dans la famille de Scarlett, on est marin de père en fils. Scarlett voudrait donc poursuivre la lignée familiale, mais très vite, elle se confronte à une dure réalité. Les filles n'allaient pas à l'école de pêche. Il n'y avait pas une fille. L'école, de toute façon, aurait refusé. Moi, quand on me dit non, il ne faut jamais me dire non. À l'adolescence, Virginie suit partout ses parents qui l'emmènent souvent dans des meetings aériens. J'étais vraiment fascinée par les avions de chasse, par la puissance, par le bruit, par la vitesse. Ça me traverse l'esprit de me dire, je crois qu'il n'y a pas trop de femmes dans ces métiers-là. Avec son caractère pugnace, Virginie va se battre pour devenir pilote de chasse et intégrer la célèbre patrouille de France. Le jour où on vous annonce que vous êtes prise à la patrouille, c'est une grosse explosion de joie, forcément. On se dit, est-ce que je vais être à la hauteur ?